d'abord, bienvenue à tous les participants et les participantes. Donc, je m'appelle Ursule Boyer-Villemer et je suis chef de l'équipe d'analyse socio-économique chez Ouranos. Je serai votre animatrice et la modératrice là, de ce webinaire pour le prochain 2 heures qu'on va passer ensemble. Donc, ce webinaire parlera de l'innovation sociale et de la notion d'impact social à la fois dans les organisations, à l'échelle des projets, dans les milieux de vie et ultimement, comment renforcer finalement l'innovation sociale via notre programmation chez Ouranos également. Donc, c'est un sujet d'intérêt qui est émergent à la fois en recherche, mais aussi dans les initiatives citoyennes, par exemple. Et donc, on voulait vous offrir un webinaire un peu différent des webinaires traditionnels ou Ouranos où on vient présenter les résultats des projets de recherche. On voulait un webinaire d'inspiration pour nourrir les façons de faire, pour nourrir vos réflexions en adaptation au changement climatique, tant du côté des décisions des professionnels dans les milieux, mais aussi dans les projets de recherche. Donc, même jusqu'en sciences du climat, où ultimement, les connaissances peuvent finir par influencer les comportements des professionnels, des décideurs. Dans quel contexte c'est fait? Est-ce qu'on peut le faire dans des contextes qui sont plus innovants, qui vont davantage s'attaquer à l'innovation sociale? Donc, pour moi, ce webinaire en est un de réflexion qui vise à toucher tout le monde et qui, j'espère, saura trouver quelques pistes de réponse, nous offrir certaines réflexions pour des prochaines étapes lors des interventions et qui vont pouvoir résonner et influencer nos pratiques tant dans vos organisations, dans l'organisation d'Ouranos qu'à travers le vaste réseau des partenaires dans les milieux professionnels et académiques. Donc, un webinaire différent qui constitue cette première partie de réflexion et qui saura, j'espère, atterrir éventuellement dans vos pratiques professionnelles et dans chaque équipe là, de projets multidisciplinaires. Alors aujourd'hui, le plan de la rencontre, donc je fais cette brève mise en contexte. Nous aurons une première heure avec des présentations de 2 intervenants. Le premier est Jacques Blanchet, conseiller à la Maison du développement durable, qui nous parlera des organisations en environnement et de leur lien avec l'impact social. Et une deuxième présentatrice qui est Chloé Dodino, coordonnatrice du Lab Transition chez Solon Collectif, et qui nous parlera davantage là, du lien entre les projets d'impact social dans des milieux de vie. Et cette heure sera suivie d'une table ronde où je vous invite toute la salle à garder vos questions. Bien, vous pourrez poser des questions durant la première heure, mais également, on a une table ronde durant laquelle vous pourrez intervenir, partager davantage vos expériences, ce que vous avez repéré dans vos pratiques ou dans les milieux ou dans vos projets pour essayer d'en tirer des leçons collectives. Donc, une deuxième heure de table ronde qui s'ouvrira avec Sophie Macario, chef d'équipe de l'équipe de coordination de la science d'adaptation chez Ouranos, ainsi que les 2 présentateurs, mais qui, je l'espère, sera enrichi par les interventions de tous et chacun qui sont présents dans la salle avec nous aujourd'hui. Donc, c'est moi qui ai assuré aussi la modération de cette deuxième heure. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Et allons-y avec la première présentation. Il s'agit de Jacques Blanchet, conseiller à la Maison du développement durable. Jacques a plus de 20 ans d'expérience dans le monde du développement durable et fait partie des premières formations. Il a fait partie des premières formations internationales suite au rapport Brundtland de 1992. Et depuis, il a développé une pratique artistique intégrant les principes de développement durable et il a initié et coordonné l'élaboration de normes dans le domaine du développement durable au Québec et a participé activement au programme de normes à l'international. Il est cofondateur de Meet for Impact, une entreprise internationale dédiée à la génération d'impacts sociaux et de changements de comportement dans le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, Jacques agit à titre de conseiller principal à la Maison du développement durable et il est responsable de développer une vision avant-gardiste pour l'organisation et de créer des projets d'innovation. Alors, merci Jacques d'être avec nous aujourd'hui et la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Ursule. Merci pour la présentation et merci de l'invitation aussi. C'est la première conférence de l'année pour moi. C'est toujours, je suis toujours un peu plus nerveux que d'habitude. Alors, soyez indulgents avec mes erreurs de langage et avec mes erreurs de manipulation technologique s'il y en a. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai essayé de voir un peu comment expliquer de manière très succincte l'impact social qui est basé sur la théorie du changement.
normalement, dans ce type de travaux-là, lorsqu'on veut implanter ça dans une organisation, c'est un séminaire qui dure de 1 à 2 journées. Donc, on comprendra qu'en 20-30 minutes, je l'ai ramassé puis je l'ai condensé le plus possible pour vous donner une vision globale de ce que ça peut être. Donc, on va faire une partie théorie et j'ai un exemple qui vient appuyer un peu, qui est un peu un exemple d'application de la théorie du changement dans un contexte justement d'érosion côtière. Donc, je pense que vous connaissez un sujet, entre autres, je l'ai choisi parce que c'est Ursule qui est là, évidemment. Alors, la Maison du développement durable. D'abord, pourquoi on est là aujourd'hui? Bien, d'abord, notre mission, c'est d'être un carrefour d'échange, de démonstration et de synergie. C'est ce qu'on fait dans la vie. On met des gens en lien et on fait en sorte que le mouvement du développement durable soit amélioré, aille plus vite. On accélère la transition écologique. On est là pour soutenir l'action des membres de la MDD, donc les résidents, les locataires de la MDD, mais aussi de l'ensemble du mouvement du développement durable. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, pour soutenir l'action d'Ouranos vers l'avènement d'un développement durable et d'une adaptation au changement climatique, qui fait partie, bien sûr, du développement durable. Comment on réalise ce travail-là? Bien, on a toute une série de services, si on veut, qu'on offre. Ça va de la location de salles périodiques là, pour des réunions, pour des rencontres. On aurait pu faire cet événement-là aujourd'hui à la MDD, par exemple. Pas avec les restrictions sanitaires actuelles, mais dans un temps plus normal, ça aurait été possible. On fait aussi beaucoup de vulgarisation, de formation, d'accompagnement d'entreprises, d'organisations. Et aussi, on fait un élément intéressant, on fait la promotion des bonnes pratiques pour l'ensemble des partenaires, vers les citoyens, vers les experts en développement durable ou vers les experts dans divers domaines. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Vous savez, quelques mots comme ça qui nous amènent vers là. Pourquoi je suis là aujourd'hui? D'abord, Ursule le dit, je vais passer rapidement. J'ai commencé comme un artiste en art visuel pendant une dizaine d'années. J'ai été formé en développement durable en 1993, tout de suite après la commission Brundtland, dans la première formation interdisciplinaire, interculturelle, internationale en développement durable qui était donnée par l'Université du Québec à Chicoutimi avec l'Université de Lille en France. J'ai travaillé pendant 7-8 ans, je pense, à peu près, ouais, comme un normalisateur de normes en développement durable au Québec et à l'international, l'ISO 26000 et ce genre de choses-là. Et je continue à suivre, bien sûr, les travaux qui sont faits dans le domaine. Et je suis cofondateur, comme le disait, administrateur de Meet for Impact, qui est la seule OBNL, la seule organisation internationale spécialisée dans l'impact social des événements d'affaires. Donc, c'est vraiment un créneau qu'on est allé chercher. Évidemment, avec la pandémie, ça a pris un peu de plomb dans l'aile, mais c'est en train de remonter, ça se passe bien. Et bon, je fais particulièrement des projets atypiques, des projets d'innovation. Et bon, pour vous donner, j'ai continué un petit peu mes formations. J'ai fait le programme cours en gestion de risque et c'est là que j'ai rencontré Ursule, d'ailleurs, qui est une des professeurs dans ce cours-là, à l'UQAM. Donc, qu'est-ce que l'impact social pour nous à la MDD, puis pourquoi on fait ça? D'abord, parce que, étant donné que notre mission, c'est de soutenir le mouvement du développement durable et d'accélérer la transition vers les... Et les plaques, tu me dis, hein? Okay. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc, on veut accélérer la transition socio-écologique. Pour accélérer la transition socio-écologique, il faut voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que les formations, qu'est-ce que les conférences que nous, on produit, les formations qu'on organise, quels sont les impacts dans la société? Est-ce que ça crée réellement un changement de comportement chez les gens qui ont participé à l'événement? Est-ce que si je fais une conférence sur la mobilité durable, il y a plus de gens qui vont prendre leur vélo après? Hein? Ou qui vont prendre la mobilité active pour amener les enfants à la garderie, pour aller au travail, Il faut que je puisse mesurer ces éléments-là parce que nos partenaires financiers nous demandent d'avoir une mesure de l'impact de ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment on a commencé d'abord à le faire dans nos projets, hein, parce que nous, on fait au-dessus de 50 événements, activités par année pour grand public. Donc, il fallait voir dans ces 50-là, lesquelles sont plus performantes. Et quand je dis performance, c'est lesquelles ont le plus, lesquelles changent le plus de comportement de plus de monde. Donc, c'est ça l'impact qu'on va aller chercher. On veut avoir le plus d'impact possible et notre impact social, c'est celui-là. Donc, et évidemment, on parle de changement positif. Donc, on a commencé à le faire chez nous, puis là, on commence à l'offrir aussi aux organisations qui sont autour de nous, qui sont nos partenaires, qui sont nos clients.
Et donc, ça, c'est la slide la plus, où je vais passer le plus de temps. C'est toute la théorie du changement en une slide. Je ne pensais pas pouvoir le faire, mais je l'ai trouvé. Tout ça part d'un besoin qui est en bas à gauche. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Hein? Ensuite, il faut que je définisse mon public cible, qui va bénéficier du changement, à qui je m'adresse et qui va bénéficier du changement. C'est comme deux publics différents souvent. Il faut que je vois c'est quoi mon livrable, mes retombées à court et à moyen terme et mes retombées à long terme. Lorsque je fais ça, tout ce que je fais dans le public cible, tout ce qui est produit par l'événement, par l'activité, par le programme, vient et fait partie de mon périmètre de contrôle, ma sphère de contrôle. En anglais, dans l'ISO 26000, on parlait de sphere of influence, dans le périmètre d'influence. Donc, des fois, je vais peut-être utiliser l'expression anglaise, ça m'arrive. C'est dans le périmètre, le livrable, ce qui est produit, le programme que je fais, le nombre de présentations que j'ai faites, le nombre de dépliants que j'ai distribués, le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, le nombre de conférenciers que j'avais à mon événement. Tout ça est mon livrable. C'est ce que j'ai produit et c'est ce qui fait partie de mon périmètre de contrôle. À partir de ça, il faut que je vois, est-ce que les gens ont appris quelque chose? Hein? Parce que généralement, jusqu'à maintenant, là, la plupart des organisations arrêtent là. Donc, ils vont avoir des indicateurs de performance. Combien de conférenciers, combien de participants? On est 45, 47, 76, ça a monté vite. Donc, aujourd'hui, mon livrable d'aujourd'hui, c'est une conférence, 2 intervenants, 2 heures de conférence virtuelle, une table ronde et 76 participants. Ça, c'est mes indicateurs de performance. À cette heure, est-ce que vous allez apprendre quelque chose de la conférence? Oh, ça, c'est d'autres choses. Si vous êtes tous en train de répondre à vos courriels pendant que je parle, il y a des chances que vous appreniez peu de choses. Donc, il faut que je puisse aller voir mes effets de changement de capacité, mes indicateurs de changement de capacité qui font partie de mon périmètre d'influence. Donc, déjà, je ne suis plus en contrôle de certains éléments qui est, entre autres, votre attention durant la conférence, votre niveau d'attention et de concentration. Donc, déjà, je perds un peu de contrôle de ça, mais j'ai quand même une bonne influence. Si mon conférencier est super intéressant puis il fait des changements de variation de voix comme je suis en train de faire là, bien, ça va susciter votre intérêt. Donc, je contrôle certains paramètres, mais pas tous. Ça, c'est mon changement de capacité. Vous avez appris quelque chose. Vous êtes plus rassuré en termes d'impact social, en termes de la théorie du changement. Vous allez en parler avec vos collègues par la suite, donc dans la semaine qui vient, donc dans la première semaine. Vous en parlez avec vos collègues. Vous décidez de creuser un peu plus, d'aller chercher un peu plus d'informations. Vous allez voir des recherches qui vont avoir été faites. Vous allez voir des sources qui ont été, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et tout ça vous amène à prendre confiance et voir, OK, je pourrais-tu faire un test, je pourrais-tu faire un projet pilote? Est-ce que je pourrais aller chercher un financement pour voir est-ce que je peux tester cette matière-là dans mon travail actuel? Donc là, on est déjà dans le changement de comportement parce que je change ma manière de faire. Et donc, jusqu'au moment où, après 6 mois, 1 an peut-être, je vais arriver vers, maintenant, je peux l'appliquer dans la plupart de mes projets, par exemple, si je suis chez Ouranos, c'est-à-dire mes projets, mon programme de sensibilisation au changement climatique est amélioré parce que maintenant, je travaille avec la théorie du changement et l'impact social. Tout ça fait en sorte que ma clientèle, donc mes bénéficiaires pas dans le sens santé publique, bien sûr, là, on entend, ce mot-là est un peu détourné ces temps-ci, mais mes bénéficiaires du changement, qui sont les citoyens que je veux sensibiliser, eux autres sont mieux sensibilisés parce que moi, je travaille avec la théorie du changement et l'impact social. Parce que je suis capable de mesurer ça. Évidemment, là, on est dans des indicateurs de changement de conditions. Et là, c'est mon périmètre d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a de multiples facteurs et variables qui sont venus influencer le fait que le citoyen est mieux informé. Donc, j'ai plus beaucoup de contrôle et j'ai plus beaucoup de responsabilité vers le final. Lorsque j'arrive dans le changement de conditions, mon événement, ma formation, mon programme est rendu qu'il y a beaucoup moins d'impact. Il y a beaucoup moins de... Je peux m'attribuer moins de responsabilité lorsque j'ai un changement de conditions, mais je peux m'attribuer une certaine responsabilité. Je peux dire, si je le prévois d'avance, si je suis capable de le formuler comme je formule là avec des indicateurs périodiques et que je vais faire la mesure, je suis capable de m'attribuer en tant qu'organisation, en tant qu'Ouranos, le résultat, le fait que le citoyen est mieux informé, je suis capable d'en prendre une partie de la responsabilité. Voilà, on est pas mal là.
Donc, je pars de mon besoin, je trouve mon public cible, à qui je veux, quelle personne je veux, chez qui je veux provoquer un changement et qui va bénéficier du changement. C'est un peu deux publics, là. Je l'ai un peu mélangé dans celui-là. J'ai un livrable, j'ai des retombées et j'ai des retombées, un impact à long terme qui vient jusqu'à 2 ans, des fois 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans même. Mais on comprend que, encore là, ma responsabilité diminue plus le temps avance. Donc, c'est bon. Un exemple. Puis là, j'ai pris un exemple, comme je vous disais, l'adaptation aux zones, à l'érosion des zones côtières. Sujet de prédilection de notre animatrice et responsable de ce webinaire. Donc, si mon souhait, donc, on commence toujours par faire l'énoncé d'impact. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux? Quel changement que je veux faire dans quelques années? Les citoyens riverains au fleuve Saint-Laurent sont mieux informés, se sentent plus en sécurité et répondent plus adéquatement aux… Là, je ne vois plus parce que j'ai… aux enjeux soulevés par les changements climatiques. Voilà. Donc, dans mon énoncé d'impact, j'ai qui va changer, mes citoyens riverains. Où est-ce qu'ils sont, ces riverains au fleuve Saint-Laurent, donc l'endroit où ça va changer. Qu'est-ce que je veux changer? Je veux mieux les informer, je veux qu'ils se sentent plus en sécurité, donc un changement de conditions et qu'ils répondent plus adéquatement aux enjeux soulevés par les changements climatiques. Donc, j'ai qui, quoi, comment, où. Tout est là. Mon public cible, bien là, évidemment, je pourrais avoir, mon public cible pourrait être directement les citoyens, c'est sûr. Mais dans ce cas-ci, j'ai décidé d'aller un petit peu, dans le type de travaux que vous faites habituellement, qui est beaucoup plus de l'ordre d'influencer les élus et les fonctionnaires. Donc, je me suis dit, OK, mon programme pour mon adaptation au changement climatique, ça va être les élus et les fonctionnaires des municipalités riveraines du fleuve. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon livrable? Ben, c'est une campagne de sensibilisation auprès des élus et des fonctionnaires des municipalités. Donc là, mes indicateurs de performance qui sont habituels, c'est le nombre d'événements, le nombre de dépliants, le nombre de municipalités approchées, etc. Donc, classique, hein? C'est du nombre. Donc, ça, c'est business as usual. Lorsqu'on tombe dans la théorie du changement et l'impact social, on arrive… OK. Ah, voilà. Donc, on arrive dans les retombées à court terme. Le changement de capacité. Est-ce que les gens, les municipalités que j'ai approchées ont appris quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui ont approfondi le sujet? Est-ce qu'il y en a qui sont réceptifs? Est-ce qu'il y en a qui sont rébarbatifs aussi? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas voulu rien savoir de ce que j'ai dit? C'est aussi un type d'indicateur qu'on peut avoir. Et là, on peut aller voir dans quel type d'informations ils ont retenu. Est-ce qu'ils peuvent nommer les conséquences de l'érosion côtière? Est-ce qu'ils peuvent nommer les scénarios envisageables? Là, on est rendu plus loin. Là. Ça veut dire que lorsque je suis rendu au scénario envisageable, bien, ça veut dire que le fonctionnaire ou l'élu, il a approfondi le sujet, il s'est informé, il est peut-être allé chercher de l'information complémentaire dans d'autres études, il est allé lire des rapports d'Uranos. Donc, il a creusé un peu la matière, donc ça l'a intéressé. Mais il y a un changement de capacité. Il est en confiance, il se sent plus à même et adéquat pour répondre aux questions de ses citoyens. Les retombées à moyen terme, donc le changement de comportement, lorsqu'on voit que les gens changent leur manière de faire, bien, on pourrait parler de le nombre de mentions au conseil municipal. Donc, dans toutes les municipalités riveraines du fleuve, il y en a combien qui ont parlé de ça? Puis là, bien, si on veut prendre… Oh, excusez, OK, voilà. J'ai eu un petit pop-up technologique étranger. OK. Donc, ici, je veux faire vraiment une démarche scientifique. Je peux opposer, je vais faire une campagne de sensibilisation sur la rive sud du Saint-Laurent, puis je n'en ferai pas sur la rive nord. Puis là, bien, je vais essayer de comparer dans les comptes rendus des conseils municipaux. Est-ce que j'ai une différence au sud et au nord dans le nombre de mentions de l'érosion côtière? Par exemple, des scénarios d'érosion côtière ou des changements climatiques. Je peux aller donc avoir un focus group que je n'ai pas sensibilisé, puis d'avoir carrément un groupe que j'ai sensibilisé. On peut aller jusque-là aussi pour vraiment voir l'impact du travail que j'ai fait. On peut aller vers le nombre de réunions de comités ou de citoyens et le nombre d'appels d'offres pour des avis d'experts, parce qu'évidemment, une municipalité va vouloir aller plus loin. Et là, on comprend que lorsqu'ils sont rendus là, c'est qu'ils ont vraiment
ils ont compris qu'il y avait un problème, ils ont compris qu'il y avait peut-être des solutions, puis là, ben, ils veulent avoir des avis d'experts pour être capables de faire quelque chose. Donc, il y a des budgets qui ont été débloqués. Donc là, on arrive plus vers là, 1 an peut-être, on disait 6 mois à 2 ans, ben, une semaine à 6 mois, on arrive 6 mois, peut-être 1 an. Là, dans un temps municipal, c'est plus long un petit peu, là, une fois que les budgets sont approuvés, etc. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va. Mais le but, c'est que les gens commencent à s'informer plus d'eux-mêmes, de changer leur comportement en fonction de ce sujet-là. Et là, on va à l'impact social, qui est le changement de conditions, ce qui est mon but ultime. Puis là, je reprends, les citoyens riverains sont mieux informés, blablabla. Et là, donc, on peut aller chercher des indicateurs comme c'est quoi le nombre de travaux qui ont été effectués sur les rives pour diminuer, pour s'adapter à l'érosion côtière. Le nombre de bâtiments ou sites adaptés ou déplacés, parce qu'évidemment, avec l'érosion côtière, souvent, il faut que tu déplaces. On le voit encore, il y avait encore des reportages cette semaine sur la côte nord de municipalités qui vendent les maisons à proximité qui vont tomber bientôt dans le fleuve. C'est quand même... Et un élément fort intéressant, c'est le témoignage de citoyens qui ont pris des mesures. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on arrive au changement de conditions, la plupart du temps, c'est beaucoup plus difficile de mesurer. On est plus à même de constater. Et dans le constat, le storytelling, la construction d'histoires, le narratif, le témoignage de citoyens, le témoignage de bénéficiaires de mes changements est souvent un élément privilégié parce qu'il va rendre compte d'une complexité qui n'est pas présente dans une mesure, dans un chiffre. Parce qu'il va amener vers parce qu'un changement de condition, c'est toujours chez l'humain. C'est dur de faire transparaître la confiance qu'un citoyen a envers sa municipalité parce que la municipalité a mis en place un programme pour qu'il puisse, lui, déménager. De dire, hey, je me sens appuyé par ma municipalité, c'est quelque chose. Et c'est dur de... mettons le nombre de programmes, si j'ai un indicateur, le nombre de programmes municipaux pour s'adapter, ben, ça ne donne pas toute la complexité de changement de conditions qu'un citoyen a vécu. Et donc, on va souvent, lorsqu'on arrive vers puis même, je dirais même le changement de comportement, mais on va souvent vers le constat de quelque chose plutôt que la mesure. Parce que la mesure est presque toujours inadéquate ou insuffisante. Ça va bien? On est parti. Je sais que j'ai affaire à un public de scientifiques. Ce document-là, c'est drôle à rechercher, là, mais si dans un moteur de recherche, vous faites de Human Footprint et de Human Handprint, vous devriez tomber dessus. Greg Norris, qui a travaillé au CIREG, il a fait ce travail-là pendant je crois qu'il était en résidence au CIREG à Montréal. Donc, super intéressant parce que lui, il a appliqué, puis l'impact social, il appelle ça le handprint, en opposition au footprint, qui est l'impact négatif environnemental. Mais l'impact positif social, il parle de handprint. Je trouve ça très intéressant comme formulation. Mais lui, il a monté toute une démarche scientifique qui est similaire au footprint. Hein? Vous savez, le footprint, on est capable de calculer par distance terrain sur la Terre qu'un individu utilise à chaque année, où on a besoin de cette superficie-là pour qu'un individu puisse vivre sur la Terre. Bien, lui, il l'a calculé, il a fait un calcul mathématique pour calculer de manière scientifique le handprint, donc l'impact social. Super intéressant. Moi, je lis ça, je me perds à la 5e page, mais pour vous autres, je pense que ça va être tout à fait approprié parce qu'il l'a vraiment construit d'une manière intelligente et scientifique. Puis ça, moi, j'ai une approche plus sociale, on pourrait dire, plus artistique. Là, ça fait partie de mon bagage. Alors voilà, si vous voulez aller creuser un peu plus, donc je vous donne déjà des sources de changement de comportement ou de développement de capacité que vous pouvez aller chercher en supplément. Voilà. Donc, si je résume grossièrement, bien sûr, l'impact social, ça permet de mettre l'accent sur l'efficacité des mesures plutôt que sur la performance des activités. Beaucoup plus intéressant. Ça permet de prévoir des plans de contingence. Parce qu'évidemment, comme je disais en ouverture, s'il y a 76 personnes qui sont toujours là, donc vous devez être intéressés, c'est bien. S'il y a 67 personnes qui écoutent le webinaire, c'est mon indicateur de performance. Si la moitié de ceux-là sont en train de faire des courriels, ben, ils n'auront pas appris grand-chose. Donc,
la transition entre mon livrable puis mon indicateur, j'ai appris quelque chose et ça m'a intéressé, je veux faire des recherches, bien, il y a peut-être un trou là qu'il faut combler. Donc, est-ce que ça serait de faire un retour, de dire, écoutez, voici des nouvelles sources sur l'impact social. Peut-être, Ursule, ça serait quelque chose que vous pourriez faire par la suite. De dire, bien, pour tous ceux qui étaient là, voici des sources supplémentaires pour, si vous voulez, creuser le sujet. Donc, prévoir des plans de contingence qui permettent de passer du développement de capacité au changement de comportement, au changement de conditions. Ça permet de planifier des mesures complémentaires avec différents partenaires. Si ce que je veux, c'est que les citoyens riverains se sentent en sécurité, ils mettent en œuvre des actions pour s'adapter au changement climatique, bien, ça va me prendre, oui, de la sensibilisation municipalité aux élus, mais j'ai peut-être besoin d'un programme du ministère des Affaires municipales qui vient appuyer cet élément-là. Donc, je pourrais aller voir le ministère des Affaires municipales pour dire, hey, on pourrait-tu se mettre ensemble pour que moi, quand je fasse mes formations, toi, tu arrives avec un programme de financement pour aider les citoyens à faire quelque chose. Vous voyez le genre. Donc, ça permet d'avoir une vision plus macro et d'aller chercher des partenaires de travail qui vont nous aider là-dedans. Et ça permet de répondre plus adéquatement aux besoins de société parce que là, je cible le besoin et le public cible et le bénéficiaire que je vais aller chercher. Et surtout, ça donne une valeur ajoutée au travail effectué. C'est pour les gens qui réalisent ces formations, ces projets-là, ces programmes-là, c'est infiniment plus satisfaisant de voir l'impact et le changement qui est effectué et d'être capable de le mesurer et de le constater. Et ça a une valeur incroyable. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez commentaires, questions, suggestions, arguments ou autres. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait un commentaire, mais là, je n'ai pas le temps. C'est plus dur avec le système. Ben oui, alors moi, j'ai mis dans la discussion le lien vers le rapport de Norris. Super. J'étais très attentive, mais quand même, j'analysais ce que tu disais. Alors, s'il y en a qui veulent aller le consulter, on a quand même le temps pour une ou deux questions. S'il y en a qui veulent réagir, clarifier des propos, si ça résonne de votre côté dans vos projets, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole? S'il vous plaît, manifestez-vous dans le chat ou par audio. Alors, on a un commentaire de M. Chris McRae. Merci. Avez-vous des données intéressantes des indicateurs de l'impact social des activités de la MDD, leurs conférences, par exemple, ou leurs autres activités, etc.? Oui, on a beaucoup de choses. Par contre, je ne les ai pas là disponibles, mais c'est quelque chose qu'on vérifie. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y a tout un rapport sur l'impact social des activités de la MDD qui a été publié par Équiterre. C'est disponible sur notre site Internet. Je ne pourrais pas vous dire exactement le chemin pour vous y rendre, mais d'après moi, dans la publication, ça doit être quelque chose par là. On a fait un rapport sur l'impact social des événements qu'on fait ou des activités de la MDD. Et on a fait aussi une étude sur comment on travaille l'art, la culture et le développement durable à la MDD. Donc, et ça, c'est l'INRS, le rapport sur l'art, et le rapport sur l'impact social des activités de la MDD, c'est Équiterre. Mais ça date déjà de quelques années, ça fait que c'est plus ou moins à jour. On est rendu au moment de refaire une nouvelle étude plus globale, mais on est en train de le faire puisque, ça c'est intéressant, nos partenaires financiers comme Hydro-Québec nous demandent maintenant d'évaluer nos activités en fonction de l'impact social. Donc, ils ne vont pas jusqu'au changement de conditions, mais ils veulent qu'ils nous posent des questions sur le changement de comportement. Donc, on voit qu'il y a l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement d'impact, est déjà en train de se faire dans les grandes institutions, et ça, c'est intéressant. Donc, je n'ai malheureusement pas de données maintenant à vous proposer, mais allez voir l'étude sur l'impact social des activités sur le site Web, ça va déjà vous donner une idée de ce qu'on fait. Merci. On a une deuxième question, même une troisième. On parlait de la notion de témoignage pour mesurer les retombées à plus long terme, étant donné la complexité des chemins que peuvent trouver l'influence qu'on a sur les gens. Il y a une question de Yves Gauthier du réseau Risque, je pense. Donc, quels outils utilisez-vous pour mesurer vos indicateurs? Utilisez-vous des sondages? Et dans la même lignée, Alain Bourque, DG d'Ouranos, posait la question, en quoi les sondages sont utiles et moins utiles pour mesurer ces impacts à court, moyen, long terme? Est-ce que c'est vraiment des sondages? Est-ce que c'est d'autres techniques? Vous nous parlez là, de techniques qualitatives.
Qu'avez-vous à répondre là, à cette lignée de mesure des retombées? C'est excellente question. Merci beaucoup, Alain et Yves. Puis, je veux dire, c'est l'enjeu le plus important parce qu'on est dans une société comptable, on est dans une société de reddition de comptes, puis c'est correct. Pour tout ce qui est développement de capacité, jusqu'au début du changement de comportement. Donc, jusqu'au moment où les gens commencent à faire des recherches, à prendre de l'autonomie dans un sujet, nous, on fonctionne par sondage. Et souvent, on fait, après un événement comme celui-ci, on ferait, dans 1 heure, on vous enverrait un petit sondage de satisfaction du service à la clientèle, satisfaction de la clientèle. Et dans le sondage, on vous posera une question, souhaitez-vous faire partie de notre projet d'impact social? Puis là, ben, si tu coches, dans 1 semaine, on renvoie un courriel, dans 2 semaines, on renvoie un courriel. Avez-vous discuté du sujet, du contenu de la conférence avec vos collègues? Avez-vous commencé à faire d'autres recherches? Avez-vous besoin de d'autres sources d'informations? Donc là, on commence à avoir une discussion avec notre clientèle. Puis là, ben, dans ces gens-là, on est capable de les suivre après 6 mois et après 1 an ou 2 ans. Et de voir et de combler pendant tout ce temps-là et de savoir c'est quoi vos besoins pour continuer à avancer. C'est quoi vos besoins pour que ça devienne un changement de condition. Donc, et c'est là qu'on arrive dans le qualitatif parce qu'on vient combler les présuppositions qu'on a qui sont, bien, si la personne est là, elle apprend. Si elle apprend, elle va être intéressée. Si elle est intéressée, elle va creuser le sujet. Puis si elle creuse le sujet, elle va changer son comportement. Il y a beaucoup de présuppositions pour passer d'une étape à l'autre là-dedans. Donc, la manière de travailler, c'est d'établir un dialogue avec les participants à la rencontre pour être capable de voir dans le temps comment ils s'améliorent, qu'est-ce qu'ils font. Et à terme, si je fais un truc sur la mobilité durable, puis que je me rends compte que les gens prennent moins leur voiture, ben, je suis capable après ça de voir un peu plus tard, OK, combien de fois par semaine vous prenez moins votre voiture, puis je suis capable de savoir la quantité de GES évitée. Et là, ça va très, très loin. Et là, je suis capable d'avoir un chiffre tangible. Mais au-delà de la quantité de GES évitée, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont plus en santé. Et puis ça, ils sont capables d'un témoignage d'un père qui s'en va à la garderie avec ses enfants et qui dit « Wow, c'est bien plus le fun de même. » Bien, ça marche. T'sais. Et oui, il faut prendre du qualitatif. Puis c'est des entrevues, c'est des témoignages, c'est de la vidéo. C'est voilà. C'est des choses un peu plus fouillées. Mais pour chaque type d'impact, il n'y a pas de règle parfaite là-dedans, il n'y a pas de règle générale. Chaque projet, chaque impact, chaque public cible va demander un type différent de reddition de compte et que ce soit qualitatif ou quantitatif. Merci, Jacques. Donc, il y a une autre question qui vient d'apparaître sur la reddition de compte, mais je vous propose qu'on la garde pour la table ronde. Je pense que c'est un sujet, soit dans la planification ou dans, dans les écueils à éviter qu'on pourra réaborder dans la prochaine heure. Donc, Pauline, j'ai bien vu la question et nous la gardons en tête pour la suite. Donc, Jacques, merci pour cette intervention. On se retrouve après la prochaine présentation pour la table ronde. Et donc, merci. En passant, les présentations des intervenants vont être rendues disponibles sous format d'archives, soit PDF ou PowerPoint éventuellement sur notre site également. Donc, et merci pour les questions. Hein, c'est vraiment tout à fait pertinent. J'aime ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, passons à la deuxième intervention. Il s'agit de celle de Mme Chloé Dodino de Solon Collectif. Donc, Chloé est coordonnatrice du Lab Transition chez Solon Collectif. Elle est formée en sciences politiques à Lille, en France. Elle est également titulaire d'un DESS en gestion et développement durable de HEC Montréal. Elle évolue en gestion de l'environnement et en développement durable depuis plus de 10 ans avec des expériences à la fois en entreprise, à la SODER et au Réseau québécois des villes et villages en santé. Alors, chez Solon, elle propose un accompagnement à la transition socio-écologique pour se donner les moyens d'agir localement pour l'environnement en améliorant notre bien-être individuel et collectif. Donc, on a eu une première présentation davantage théorique. Je pense qu'ici, on va vraiment atterrir dans les milieux de vie. Merci pour cette complémentarité. Donc, Chloé, la parole et l'écran sont à toi. Merci Ursule, et puis également merci pour l'invitation. Je vois déjà qu'on a un point en commun. On a tous les deux étudié à Lille, donc c'est quand même très très drôle. Le monde est tout petit. Donc oui, c'est ça, nous, on va vraiment plonger beaucoup plus sur le terrain avec... moi, je suis d'abord et avant tout praticienne, donc je suis sur le terrain, donc je vais avoir ce regard-là pendant toute ma présentation. Donc je vais vous d'ailleurs partager mon écran. Attendez, pareil, hein, les petites technicalités de départ. Hop.
c'est pas ça, excusez-moi. Et voilà. Donc, j'imagine que c'est correct pour le partage. Ursule, tu valides? Alors oui, donc je vais vous parler aujourd'hui des milieux de vie et des projets d'impact social. Donc, je vais vous parler plus précisément de ce qu'on fait selon sur le terrain en matière de milieu de vie, puis qu'est-ce qu'on fait exactement en matière de projet. D'abord et avant tout, c'est quoi selon, d'où on vient. On a un organisme qui a déjà quelques années, on a été créé en 2016, avec vraiment l'idée de réfléchir à comment, quand on se met ensemble, qu'est-ce qui arrive quand on se met ensemble dans la réalisation de projets collectifs, puis vraiment avec une vue depuis le départ là, une vision de quartier, une vision de milieu de vie, une vision de voisinage. Pourquoi on s'appelle Solon également? Justement, c'est par rapport à ce vieux monsieur que vous voyez à l'écran. Solon, en fait, c'est un des père, en tout cas on l'appelle comme ça, de la démocratie durant l'Antiquité grecque, parce que pour nous, la démocratie, donc le partage, et donc d'avoir vraiment un projet de société, c'était fondamental dès le début de la naissance de l'organisation. Donc c'est ça, on a gardé ce nom-là qui est un peu étrange, mais on l'aime bien, donc on l'a gardé. Alors, on a un organisme qui œuvre en transition socio-écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, transition socio-écologique? En fait, c'est l'idée de vraiment de regarder au-delà justement là, justement des impacts des changements climatiques, des GES. On regarde vraiment aussi tout le côté beaucoup plus social, donc de réfléchir vraiment sur la répartition du pouvoir, sur des projets politiques, vraiment de regarder vraiment sur c'est quoi la société de demain qu'on veut voir venir dans les quartiers, dans les voisinages. Donc c'est vraiment cette vision-là de transition socio-écologique. C'est quelque chose pour nous, c'est ça prend beaucoup d'importance après dans les projets là, qu'on développe chez Solon. On a une vision aussi vraiment de transition socio-écologique basée vraiment également sur un récit alternatif, avec l'idée vraiment de développer un récit qui irait en contrepartie d'un récit dominant aujourd'hui néolibéral, capitaliste. Donc nous, on est là pour développer un nouveau récit, un nouveau narratif, puis ça fait aussi écho à la présentation que vous venez d'avoir. L'idée vraiment là, de développer ce récit-là pour nous, et c'est aussi central dans notre action. Chez Solon aussi, j'ai oublié de le nommer, on a un acteur aussi montréalais, mais on a 2 territoires d'expérimentation. On est surtout présent actuellement dans Rosemont-la-Petite-Patrie et dans le quartier antique Cartierville, donc 2 arrondissements de Montréal. Alors, après avoir dit c'est quoi pour nous la transition socio-écologique, on trouvait ça important aussi de vous nommer un peu quel type de discours en fait on développe chez Solon depuis quelques années. En fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un discours positif de la transition socio-écologique et non alarmiste. C'est de se dire que la transition peut se faire de manière joyeuse, de manière positive, et c'est vraiment là-dessus qu'on martèle vraiment notre message. Donc là, vous pouvez voir un petit peu, là, c'est une slide qui est issue d'une formation en fait qu'on a donnée auprès des citoyens et des citoyennes sur comment mobiliser son voisinage, parce que pour nous, en fait, les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos voisins et nos voisines. Donc, c'est quoi le ton à utiliser lorsque on développe des messages en transition socio-écologique? D'abord et avant tout, pour nous, le ton doit être accessible. C'est ça qui est vraiment aussi fondamental. C'est d'avoir des phrases courtes, des mots communs. On essaye vraiment d'avoir une langue familière mais polie, donc le fameux « on vous voit ». On essaye vraiment aussi de vulgariser la théorie le plus possible parce qu'on est très lié aussi à certains partenaires de recherche comme la chaire de l'UQAM en recherche en transition écologique, avec le CRC également, qui a donc beaucoup là de partenaires de la recherche. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de vulgariser le plus possible pour que ça soit accessible pour le grand public. Également, dans notre discours, on se veut vraiment rassembleur. Là, c'est très central à notre posture et notre positionnement comme organisme en transition socio-écologique. Donc, pour nous, avant tout, c'est d'abord se réjouir des liens humains, des rencontres. Là, vraiment, nous, ce qui nous spécifie, c'est qu'on est beaucoup dans l'accueil, dans les rencontres. Donc, vous imaginez bien que la pandémie nous a fait un peu de mal dans notre façon de voir les choses, mais on essaie quand même de maintenir vraiment là, cette posture-là de se réjouir des liens humains. On est beaucoup aussi dans les verbes d'action, des appels à l'action omniprésents, toujours aussi être dans vous voulez vous engager, voici les exemples d'engagement. On est très aussi dans une c'est ça,
dans un ton festif, on utilise beaucoup les emojis, par exemple, sur nos réseaux sociaux, surtout au niveau des réseaux sociaux, des imprimés un peu moins, mais on essaie vraiment d'avoir cette posture-là, ce discours joyeux autour de la transition. On essaie aussi d'être sans culpabilité. Pour nous, ça ressort également là, du baromètre en action climatique, là, de se dire que la transition se fait avec tout le monde ensemble. Donc ça aussi, c'est vraiment important d'avoir une vision de transition pour tous. On essaie de renforcer le positif, même si, bien sûr, on essaie toujours d'avoir une posture de critique, mais de manière constructive. On n'essaye pas de faire du greenwashing, mais on essaye quand même de se dire que de mettre de l'avant beaucoup plus les actions positives que d'aller plus dans le négatif. Donc là, on essaye vraiment de se dire, OK, comment on peut y aller tous ensemble, en fait, dans la transition socio-écologique. Nous et avant tout, c'est un projet politique, mais non partisan. Vraiment, on travaille beaucoup sur les questions de démocratie, de solidarité, d'écologie, mais vraiment toujours dans une vision justement là, de projet politique. On essaie aussi de porter de plus en plus des valeurs radicales. Donc, on fait pas de promotion de partis politiques, mais on essaie vraiment d'avoir une posture quand même qui se veut projet de société. Donc vraiment, ce ton-là, en fait, se retrouve dans tous nos messages, dans nos documents, dans nos projets, dans les façons de présenter les choses. On essaie de garder ce ton-là, puis c'est ça, quelquefois, qui peut nous différencier de d'autres organismes. Puis c'est pour nous, en fait, une des clés pour aller essayer justement de toucher le plus de citoyens, de citoyennes et également même d'institutions autour de la question de transition socio-écologique. Après avoir passé rapidement sur c'est quoi notre discours de la transition, qu'est-ce qu'on fait exactement chez Solon? Chez Solon, en fait, nous, on se base beaucoup sur la question du pouvoir d'agir collectif. Ça, c'est une des pièces centrales de notre expérience terrain, c'est de se dire que quasiment qu'importe le résultat du projet. Donc, par exemple, prenons un projet comme Locomotion, qui est du partage de véhicules entre citoyens. Oui, bien sûr, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait des véhicules partagés en bout de ligne. Mais par contre, pour nous, ce qui est essentiel, central et vital pour la réussite du projet, c'est que les gens se sont rencontrés, se sont mis ensemble et ont réfléchi au projet. Et ça, pour nous, c'est vraiment une des clés de réussite pour c'est ça, pour qu'une transition socio-écologique puisse avoir lieu, une transformation sociale puisse avoir lieu. Donc, pour nous, c'est quoi vraiment le pouvoir d'agir? C'est un schéma qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, ça part vraiment d'une motivation intrinsèque des individus autour de leur sentiment de compétence, de sens de l'action, du sentiment d'impact, d'un choix. Et après, vraiment, là, d'un pouvoir d'agir, donc d'un empowerment citoyen. Donc là, avec des organismes comme Solon qui permet justement d'avoir un meilleur accès à des ressources, de développer des compétences pour appliquer des stratégies et d'avoir des stratégies aussi pour mobiliser ces ressources-là. Donc nous, on va vraiment aller travailler ce pouvoir d'agir-là. Je prends un exemple, par exemple, qui est, on a développé une cohorte de citoyens et de citoyennes de Rosemont et Petite Patrie. Sur 7 mois, ils ont accès à des formations, des activités pour renforcer justement ce pouvoir d'agir-là. Puis on va aller chercher justement leur sentiment de compétence en les outillant, en les formant. On va aller renforcer leur sentiment d'impact en disant « mais regardez ce que vous faites, c'est extraordinaire », puis continuer. On va essayer aussi d'améliorer d'augmenter le sens de leur action en disant mais en vous mettant ensemble, voici tout ce que vous avez fait, puis vraiment encore une fois, on le positivise, on vraiment disant ce que vous faites, c'est extraordinaire, il faut continuer dans ce sens-là. Donc c'est vraiment l'idée que le pouvoir d'agir est vraiment à la base de notre de notre travail. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup chez Solon, c'est développer ce pouvoir d'agir-là. On développe ce pouvoir d'agir autour d'une notion de mobilisation citoyenne. C'est 3/4 des ressources chez Solon sont dédiées à la mobilisation chez Solon. Et c'est chaque entité chaque organisme a un peu sa description ou sa définition de la mobilisation. Puis chez nous, ça ressemble un petit peu à ça. Puis c'est tout nouveau, cette partie-là, on vient juste de le développer. Donc c'est au courant de l'automne quand on a réfléchi un petit peu à notre action, puis qu'est-ce qu'on faisait vraiment là, dans les quartiers. Donc, on teste beaucoup là, cette approche-là. La mobilisation chez Solon, c'est vraiment un ensemble d'actions qui visent à rendre les citoyens et citoyennes acteurs, actrices de la transition socio-écologique dans leur quartier par le biais de projets collectifs locaux.
Donc ça, c'est vraiment cette idée-là de la mobilisation, c'est ça. Et l'approche qu'on a, en fait, c'est qu'on vise à multiplier les portes d'entrée vers la transition socio-écologique. On mise beaucoup sur le développement du pouvoir d'agir individuel et collectif, comme je viens de vous nommer, et on se veut vraiment ancrer dans le territoire et on se veut le plus inclusif possible, bien sûr. Ça développe sur, vous voyez, la 4 axes. Tout d'abord, vise à multiplier les portes d'entrée. Donc, on essaie de s'adapter aux différents publics selon où ils sont rendus sur l'échelle d'engagement. Je vais vous le montrer dans la slide suivante. On essaye vraiment aussi de multiplier le nombre de personnes désireuses et capables d'agir collectivement pour la transition, donc d'élargir le bassin. On essaie aussi de créer un lien de confiance entre les personnes, de collaborer avec les acteurs locaux, de connaître le territoire et de s'adapter aux enjeux locaux. Donc ça, vraiment, c'est cette idée-là de créer des liens de confiance. Et sur une vision plus inclusive, on essaie de travailler beaucoup sur l'accessibilité de nos messages et de nos projets. Donc, je l'ai nommé un petit peu dans le ton, mais là aussi, on va vraiment développer des manières de faire, des bonnes pratiques pour améliorer l'accessibilité. On va vraiment essayer de concentrer nos efforts d'inclusion vers un public cible additionnel. Donc, on va aller vraiment essayer de creuser, de comprendre les besoins de ces publics-là pour aller vraiment aller les voir, aller les chercher pour les engager, en tout cas dans cette vision de la transition socio-écologique. Donc ça, c'est vraiment notre approche en matière de mobilisation citoyenne. Comment ça se traduit? Donc là, je reviens un petit peu à l'échelle d'engagement. L'échelle d'engagement pour chez Solon, en gros, là, pareil, là, on résume. Oui, bonjour. Très bien. Pardon. Je continue. Donc, je résume, mais c'est comme trois échelles importantes. Tout d'abord, c'est s'intéresser, comprendre. Donc là, c'est par exemple venir à des activités, venir à des événements, être curieux un instant, pour parce de la que je suis transition sur un autre. socio-écologique. Je vous reviens tout de suite. Je vais faire pause le temps que... Est-ce que c'est... Oui, c'est correct. OK. Donc ça, c'est la première base, c'est vraiment s'intéresser, comprendre. La deuxième, après le deuxième volet, enfin la deuxième partie de cette échelle d'engagement, c'est participer. Donc là, on commence à changer ses habitudes, on en a un petit peu parlé en impact social, là, c'est de commencer à participer à des activités, par exemple pour locomotion, si on prend l'exemple de locomotion, là, c'est de s'inscrire à locomotion, puis commencer à utiliser des remorques, à utiliser un vélo électrique, voire même utiliser la voiture d'un voisin, ou même prêter sa voiture à des voisins. Donc là, on participe à ce projet-là, tranquillement, pas vite. Et la troisième échelle d'engagement, c'est vraiment là, c'est porter le changement, c'est s'engager. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus fort. Par exemple, quand on revient à la locomotion, au projet justement là de partage de véhicules, sur cette échelle-là, la personne va participer au comité de projet, il va donc être dans la gouvernance du projet, la personne va vraiment participer aux décisions, va participer à la vision du projet, donc cette personne-là va être beaucoup plus engagée dans le projet que quand elle était simple participante à prêter son véhicule au voisin. Donc ça, c'est comme trois échelles d'engagement. Et comment on le traduit, c'est selon. Donc, ça se traduit par trois aussi échelles, trois volets. Dans s'intéresser, comprendre, c'est faire connaître. Donc là, c'est nous multiplier les événements, multiplier les activités pour grand public pour que les gens puissent connaître un petit peu qu'est-ce que fait Solon, qu'est-ce que la transition socio-écologique, qu'est-ce qui peut être fait dans le quartier, les multiples projets existants. C'est également faire participer. Donc là, c'est vraiment d'aller recruter de nouvelles personnes, attirer, grandir la communauté. Donc par exemple, on reprend l'exemple de locomotion, c'est de faire des campagnes de recrutement pour avoir le plus de personnes possible dans ce projet-là. Et après, c'est accompagner. Donc là, après, quand les personnes sont engagées, portent le changement, là, on est dans des coporteurs de projets. Donc là, c'est d'autres habilités. Donc, c'est des formations, c'est d'aller les outiller dans ce changement-là. Avec l'idée vraiment, là, cette fois-ci, d'aller approfondir, de développer leur sentiment d'appartenance. Et au cœur de ces trois familles, on a vraiment l'idée de construire une communauté et un récit de la transition psychologique que j'ai nommé en introduction. Donc là, c'est vraiment cette idée-là que... puis après, c'est la roue, parce que les personnes qui deviennent coporteurs et qui deviennent vraiment au cœur des décisions de la gouvernance de projet vont eux-mêmes être porte-parole, vont eux-mêmes être ambassadeurs de la transition et vont aller influencer ou vont aller discuter de la transition psychologique auprès de leurs voisins, auprès de leurs amis. Et hop, ces voisins, ces amis vont dire « Ah, mais ça a l'air intéressant, je vais aller à un événement, je vais aller voir qu'est-ce
qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah ben c'est intéressant, je vais commencer à participer, etc. etc. Donc il y a vraiment cette roue de la mobilisation citoyenne qui est centrale dans l'action de Solon dans les quartiers, dans les voisinages d'expérimentation où on est actuellement. Passant ça, je voulais aussi vous dire, par exemple, au niveau du lab. Le lab, c'est le projet que je coordonne chez Solon. On a aussi d'autres exemples. Par exemple, d'en faire connaître, donc là, il y a les événements, d'en faire participer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé, par exemple, toute une banque de compétences, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'inscrire dans le lab et dire moi j'ai telle compétence en gestion de projet, telle compétence en agriculture urbaine, c'est des compétences après qui vont pouvoir être utilisées pour donc le volet, donc l'échelle d'accompagnement, où là nous on va coporter des projets avec des citoyens, et là les citoyens vont dire moi j'ai tel et tel besoin dans mon projet, donc je vais aller chercher dans cette banque de compétences là. Donc vous voyez, c'est pas toujours linéaire, mais en tout cas l'idée vraiment c'est en fait de multiplier les portes d'entrée autour de la transition socio-écologique. Là, j'arrive à ma dernière partie. En fait, ce qui est vraiment notre vision, puis vraiment notre objectif qui nous travaille beaucoup chez Solon, c'est vraiment la création et le développement de milieux de vie conviviaux, écologiques et solidaires. Donc là, vous voyez un petit peu au centre de nos actes d'intervention, c'est vraiment l'idée là de transformer ces milieux de vie-là. On transforme ces milieux de vie-là en trois actes d'intervention. D'abord et avant tout, expérimenter. Je vous en ai un petit peu parlé à travers la mobilisation citoyenne. Chez Solon, on teste beaucoup de choses, on se plante beaucoup, mais on réussit quelquefois. Et là, c'est vraiment l'idée d'essayer d'avoir plein d'approches, d'essayer des projets, d'essayer des quartiers, d'essayer des voisinages. C'est vraiment cette idée-là, avec une gouvernance toujours citoyenne, avec bien sûr une vision une territoriale, se dire ok, on va expérimenter, on va tester des choses. Dès qu'on a une idée, tout de suite on le prototype. C'est vraiment, on n'est pas tant dans l'éducation relative à l'environnement, on est vraiment dans faisons les choses puis voyons si ça marche ou pas. Après, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire ok, là ça fonctionne. Voyons si on peut l'amener un peu plus loin. Là, on est donc, après, on change d'axe, on devient un peu plus dans faire vivre notre transition. Donc là, on est dans la mobilisation, mais on est également sur travailler sur l'écosystème, parce que ce qu'on s'est rendu compte chez Solon, c'est que oui, c'est très intéressant d'expérimenter auprès des citoyens, mais il y a un moment où il faut aussi aller influencer les institutions, les écosystèmes, le côté un peu plus systémique. Donc, nous, on va aller perturber, on va aller questionner les institutions, on va aller peut-être vouloir influencer les institutions à travers les expérimentations qu'on a pu avoir auprès des citoyens. Un des exemples les plus faciles à voir, c'est au niveau réglementaire. On a testé des approches au niveau, par exemple, de l'espace public, de la place des stationnements. On se dit, est-ce qu'au niveau réglementaire, au niveau des stationnements, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient possibles de faire pour ouvrir un petit peu ouvrir les possibles en fait autour de la place du stationnement qui existe aujourd'hui à Montréal. Donc là, on va aller travailler justement au niveau de la ville, au niveau des arrondissements, venir est-ce qu'on pourrait essayer de tester d'autres choses au niveau réglementaire sur le stationnement. Et là aussi, on va essayer de vouloir communiquer le plus possible au grand public ces expérimentations-là pour dire, mais regardez, vous voyez tout ce que vous pouvez faire en matière de stationnement, est-ce que ça vous tente de le faire dans votre rue? Donc voilà, là on continue ça, puis après on a toute la question de l'essaimage. Donc là, cette idée de dire, bon là, il y a vraiment quelque chose qui a fonctionné. Là, niveau réglementaire, c'est solide, on l'a communiqué, est-ce qu'on pourrait le faire ailleurs? Et là, c'est vraiment l'idée que quand ça devient trop gros chez Solon, on le sort de Solon. Un exemple que je vais vous présenter un petit peu plus tard, c'est l'exemple de Celsius, qui est un exemple des géothermies de ruelles. On a l'expérimenté, on l'a fait dans une première ruelle de Rosemont, et vraiment, encore une fois, développé sur la question là, du pouvoir d'agir des citoyens. Donc, c'est une coop de citoyens qui travaillent sur ce projet-là spécifiquement. Et là, donc, on a décidé de le sortir de Solon. Donc là, maintenant, ils ont une gouvernance indépendante et c'est devenu vraiment un organisme indépendant. Donc, avec l'idée vraiment de sortir des choses de Solon pour qu'ils puissent vraiment vivre leur vie, puis d'essayer de voir aussi où est-ce que dans d'autres territoires, on peut essaimer toutes ces initiatives-là. Et toujours, bien sûr, après, revenir sur l'expérimentation avec au cœur, encore une fois, toujours l'idée de créer des milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques. Ça, c'est vraiment aussi là, notre cœur là, chez Solon.
Et une dernière slide, vous dites, mais sur quoi vous travaillez? Parce que c'est tellement grand, c'est tellement vague, la transition socio-écologique. Nous, on travaille par thématique, avec l'idée de vraiment d'aller chercher dans des thématiques qui sont peu ou pas actuellement réfléchies et travaillées par d'autres organismes. Par exemple, vous voyez là dans les thématiques, une qui est absente, c'est l'alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, dans l'alimentaire à Montréal, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent déjà sur ces questions-là, puis qui sont déjà très bien concertés. Donc, nous, on ne va pas du tout aller sur cette thématique-là. On va l'idée vraiment d'avoir un travail sur la durée, avec des objectifs haut niveau, toujours l'idée de rassembler, avoir une responsabilité partagée avec des partenaires, avec une application variable de selon dépendant là, des thématiques. Donc là, j'en ai déjà nommé quelques-uns. Donc il y a la question de la démotorisation avec le projet de locomotion. Celsius, j'en ai parlé sur la décarbonisation du petit résidentiel. On est aussi sur la question de l'espace public avec les stationnements, des tiers-lieux qui sont des espaces vraiment citoyens, des lieux de rencontre, toute la question du numérique. Donc là, l'idée, là, vous voyez, c'est un petit peu les thèmes sur lesquels on travaille toujours pareil à un niveau de quartier avec des citoyens dans l'expérimentation. Et notre grand, en fait, transversal, on l'appelle les possibles. Les possibles, c'est vraiment ce qui nous rallie, ce qui nous rallie en fait chez Solon. Puis c'est ça, c'est vraiment cette transversalité-là. Toujours et avant tout, travailler à l'échelle territoriale. Nous, vraiment, chez Solon, on travaille à l'échelle d'un quartier ou d'un milieu de vie. Également, l'idée vraiment dans les possibles de faire du lien entre les initiatives, ne pas y aller par silo, mais vraiment d'avoir une réflexion c'est ça, là, de projet politique, projet de société, de récit, donc qui lie en fait toutes ces initiatives-là. Développer le récit, je viens d'en parler, le récit d'ailleurs qui a été co-construit avec la chaire de l'UQAM en recherche en transition écologique, avec l'idée toujours et avant tout d'accompagner des quartiers pour cette approbation. C'est vraiment cette idée-là là, de travailler par thématique. Et donc voilà, c'était ma dernière slide. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je sais que des fois, je peux être très, très rapide dans mes présentations. Merci Chloé. Merci aussi aux participants, s'il vous plaît, de bien garder vos micros fermés. On va juste prendre une ou deux questions avant de passer justement à la prochaine heure où là, ce sera amplement le temps d'échanger. Alors, merci pour cette belle présentation justement qui nous ramène à des milieux de vie, à de l'impact social à l'échelle individuelle également et comment embarquer dans cette transition socio-écologique. Donc, il y en a déjà une dans le clavardage qui est de Hélène Côté, une collègue chez Ouranos. Qu'entendez-vous par valeur radicale? Ça peut faire peur, comment le démystifier? En fait, ça, c'est vraiment une transformation. En fait, c'est un positionnement qui est tranquillement, pas vite, est en train de se construire. Au début, on avait une vision trop positive quelquefois. On pouvait même être perçu comme bisounours. On n'aime pas ce terme-là, mais vous voyez un peu le genre, l'idée vraiment d'être trop dans le compromis quelquefois. Et on s'est dit, non, en fait, au vu de l'urgence actuelle, on ne peut pas être trop dans cette position-là. Il faut donc avoir une posture beaucoup plus affirmée, politique. Dans les valeurs radicales, c'est pas radical pour nous parce qu'on se connaît, mais c'est radical par rapport au grand public. C'est toute la question justement de la remise en question de la consommation, de la remise en question de l'espace public, la remise en question de se dire qu'on ne peut pas traiter les changements climatiques sans d'avoir un projet politique, un projet social derrière. Donc vraiment, dès le départ, être dans un carrefour de lutte à la pauvreté, lutte au changement climatique, de se positionner très fort, par exemple, sur la question du logement, qui pour nous est une question de transition psychologique et pas seulement une question justement là de développement social. Donc, c'est vraiment dans ces positionnements-là qui ne nous paraissent pas si radicales chez Solon, mais qui peuvent être vues comme un peu plus radicales pour le grand public et pour les institutions. On brasse beaucoup la cage au niveau des institutions, surtout au niveau réglementaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous parliez là, dans un des cycles que vous avez présenté là, de généraliser puis d'aller modifier les aspects réglementaires. Je l'entends bien, merci. Mais donc, c'est un peu une manière de corriger une fausse perception de Kalinours, Bisounours, selon le pays d'où on vient. J'ai vu une question d'Alain Bourque qui nous suggère de la garder pour la prochaine heure. Donc, je la garde en réserve, merci. On l'abordera, c'est certain, Alain. J'aimerais prendre une deuxième question avant de passer à la table ronde, qui est celle de Karine Langlais,
qui s'adresse davantage là, sur vos partenariats. Donc, j'aimerais savoir où se trouve le lien avec le milieu municipal dans votre initiative. Comment sont-ils impliqués, s'ils le sont? On parlait de réglementation, justement. Est-ce qu'il y a une certaine ouverture, une confiance que vous avez réussi à établir avec ce milieu-là pour faciliter votre déploiement, par exemple? Clairement, le milieu municipal actuellement, c'est un allié très fort à Montréal. On travaille beaucoup avec la ville de Montréal sur certaines thématiques. Par exemple, pour toute la question de la démotorisation, on va travailler avec le service de l'urbanisme, mais on travaille également beaucoup aussi à l'échelle locale avec les arrondissements. Actuellement, on est vraiment à un carrefour au niveau là, de nos relations avec les institutions parce que la prochaine étape, c'est vraiment de transformer toute une culture institutionnelle au niveau justement de la transition sociologique, mais il faut savoir qu'ils sont à peu près partout chez Solon, c'est-à-dire qu'ils vont être là dès le début dans l'expérimentation parce qu'ils vont vouloir nous accompagner, tester aussi des choses, on est beaucoup dans les projets pilotes, ils vont être là aussi après quand on va faire vivre la transition parce qu'on va essayer justement là c'est ça, là, de faire en sorte que ces expérimentations-là puissent vivre dans le temps. On va essayer vraiment d'être partenaire avec eux sur une même vision de la transition psychologique. Par exemple, on peut penser pour la ville de Montréal à la vision 2030 ou leur plan climat, donc d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des points justement d'arrimage. Mais on va être aussi là un petit peu, comme je disais, pour essayer de voir comment on peut l'amener plus loin. Puis c'est des grandes machines, des institutions municipales, mais ce sont réellement là, actuellement des alliés très forts sur ces questions-là, en tout cas pour nos expérimentations dans nos 2 arrondissements, puis avec la ville de Montréal. Juste pour clarifier encore davantage, quels services municipaux sont les plus interpellés par vos initiatives? Parce que, comme vous le disiez, c'est des machines complexes. Alors, les meilleures portes d'entrée, selon votre expérience, sont dans le milieu municipal? L'urbanisme, ça c'est sûr, c'est celui-là, parce que nous, on va beaucoup réfléchir sur la place de l'espace public, et donc les stationnements, c'en est un, mais il y en a bien d'autres. Donc l'urbanisme, on est beaucoup aussi bizarre, enfin, pas bizarrement, mais ça peut paraître étrange au début avec le développement économique. Donc là, justement, au niveau là, de favoriser, de mettre en place des conditions favorables à l'économie sociale et solidaire dans les quartiers. On est beaucoup aussi avec le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, qui est un de nos partenaires clés à la ville. Au niveau des arrondissements, donc urbanisme, je l'ai déjà nommé. Bien sûr, nous, on est directement liés avec le service de développement durable, par exemple, de l'arrondissement heureusement à Petite-Patrie. Mais à nommer aussi également, c'est les élus. Les élus sont comme de plus en plus sensibilisés, surtout à Montréal, sur ces questions-là. Donc, ça va être également là des alliés après dans la mise en place, dans l'expérimentation. Et sans élus qui seraient avec cette vision-là, on n'irait pas très loin. Donc vraiment, là, il y a aussi tout le rapport qu'on a avec les élus, avec le bureau des élus, pour essayer également là, d'aller expliquer un petit peu les besoins des citoyens, puis de voir comment on peut s'entraider, en fait. Merci beaucoup pour cette clarification. Merci Chloé pour la présentation qui sera également disponible en version archivable sur notre site. Donc, pour les participants, ça fait maintenant 1 heure que vous avez une attention soutenue, je l'espère, devant ce webinaire. Je vous invite à prendre une bonne respiration, regarder par la fenêtre pour changer votre focus des yeux un instant. Et le temps que Sophie s'approche et s'amène avec sa présentation. Donc, pour démarrer ce tour de table, en fait, on va y aller d'abord avec une brève présentation, introduction de Sophie Macario, qui est chef d'équipe en analyse socio-économique chez Ouranos. Sophie, un instant. Sophie, donc, détient un doctorat en sciences de l'environnement. Elle a travaillé dans le milieu entrepreneurial en alimentation locale à Montréal notamment, et elle est chez nous depuis bientôt 1 an. Donc, Sophie va ouvrir cette table ronde. En fait, à la lumière des 2 présentations précédentes, la question qui nous intéresse chez Ouranos, c'est comment transférer ces savoirs-là dans notre programmation qui est en plein essor au début d'un cycle de programmation, de planification, et comment ça peut nous soutenir, ces leçons-là, dans l'accomplissement de notre mission qui est celle chez Ouranos, d'accélérer finalement l'adaptation de la société québécoise. Comment est-ce que ça peut nous influencer dans nos activités, dans nos modes dans notre culture d'organisation, dans le réseau dans son ensemble, qui, en tant qu'organisme frontière, vient toucher
Oui, vient toucher à la fois les chercheurs ainsi que les professionnels dans les milieux, ainsi que les gens qui influencent finalement la réglementation également. Merci Nathalie Blot pour la correction. Donc Sophie, je m'excuse, est chef de l'équipe de coordination de la science de l'adaptation. C'était la transition et j'étais un peu confuse. Donc, nous allons ouvrir cette table ronde donc, à la lumière de ces connaissances conceptuelles sur la notion d'impact social. Comment ça peut résonner pour la recherche en adaptation au changement climatique? Donc, Sophie va nous parler de certaines réflexions qui ont déjà eu lieu et j'aimerais remercier toutes les coordonnatrices là, qui ont participé à cet atelier que Sophie va nous présenter. À toi la parole et ensuite, on fera l'ouverture des caméras et discussion plus autour de questions rassembleuses. Parfait, merci Ursule. Je me demandais juste, est-ce que c'est correct pour vous cette forme de présentation? C'est bon? Ok, parfait. Oui, ça c'est grand. Ok, c'est bon, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, là, le but, c'était justement de vous présenter, donc, suite à ces deux très intéressantes présentations avant, de vous montrer un petit peu comment à Ouranos, on a en fait commencé à réfléchir à comment intégrer de façon plus générale l'innovation sociale dans le développement de nos nouvelles priorités, de notre nouvelle programmation. Donc, pour ça, en fait, on a profité d'un atelier qui a eu lieu dans le cadre du Grand Rendez-vous de l'innovation organisé par le ministère de l'économie et de l'innovation en novembre, puisque en fait, on était chargé d'organiser cet atelier-là. Puis, il y avait en fait un certain nombre d'acteurs très diversifiés qui représentent l'adaptation, mais aussi l'innovation sociale qui étaient présents. Donc, suite à cet atelier-là a permis de faire ressortir des pistes intéressantes pour le ministère en lui-même, pour la nouvelle stratégie qui va être mise en place en 2022, mais aussi pour nous, pour le déploiement de la programmation. Donc, juste pour rappeler en fait rapidement que là, notre nouvelle programmation, en fait, c'est une programmation qui se base sur 8 priorités et qui fait suite en fait à une série d'événements de concertation qui ont eu lieu depuis 2 ans et qui ont permis de dégager ces priorités et surtout le fait que cette programmation doit être faite de façon plus intégrée en collaborant, mobilisant et partageant les connaissances avec un plus grand nombre d'acteurs impliqués, avec donc orienté solutions en tenant compte de la spécificité des milieux, mais aussi en favorisant vraiment l'innovation. Puis, on a bien conscience qu'il y a un certain nombre d'innovations, mais il y a certaines solutions où en fait on se rend compte que du fait en intégrant plus d'acteurs et en ayant une approche plus holistique et systémique, en fait, on se rend compte que ça complexifie l'approche et par rapport à ça, certaines formes d'innovation plus traditionnelles ne permettent pas de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on trouve intéressant de s'intéresser à l'innovation sociale qui permettrait en fait d'avoir une approche plus transformatrice et originale. Donc, c'est de cela que part la réflexion. Donc, au niveau du… en fait, il y a déjà eu donc, avant de participer à cet atelier-là, il y avait eu un atelier sur la gouvernance lors de l'ACFAS en 2021, où il y avait déjà des pistes qui étaient ressorties sur justement le besoin d'aller chercher un petit peu des nouveaux modes d'innovation pour faire avancer l'adaptation. Donc, notamment, ce qui était ressorti à ce moment-là, c'était qu'il y avait besoin d'une autonomie de terrain renforcée et créer un effet catalyseur pour amplifier les actions et non juste les contrôler, que l'adaptation est perçue trop souvent comme technique au niveau des processus et des solutions, qu'il faut essayer d'étendre en fait justement le carré de sable pour aller s'intéresser à tout ce qui est adhésion des acteurs, prise de décision, responsabilité et imputation, et aussi dans tout ce qui est la définition des rôles, des valeurs, des croyances, etc. Et aussi, un des gros aspects, c'était expérimenter en facilitant l'innovation sociale et technologique, donc les différents modes d'innovation, si la recherche de consensus limite les progrès de l'adaptation au changement climatique. Et enfin, l'importance aussi de lieux de concertation et de planification qui est souvent sous-évaluée. Donc voilà vraiment les bases un petit peu de notre réflexion sur cette nouvelle programmation. Donc, suite à ça, attendez, j'essaie de… Ok. Suite à ça, donc, au niveau de l'atelier, en fait, juste pour vous resituer un petit peu, au niveau de l'innovation sociale, quand on a travaillé dans cet atelier-là, on s'est basé sur la définition qui
vient du réseau québécois en innovation sociale. Et donc, ce qui ressort là, vraiment, ça permet en fait d'avoir des solutions qui répondent plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Et aussi, c'est un produit, qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. C'était ça vraiment comme, en tout cas, ce sur quoi on voulait mettre l'emphase. Et par rapport à ça, en fait, on est revenu sur les 12 éléments du succès en fait, pour des démarches d'innovation sociale qui se basent sur le déclencheur du projet, la planification du projet, la prise de risque et l'audace, la mobilisation des acteurs, la co-construction des savoirs et savoir-faire, la confiance, le leadership, le financement, le rayonnement du projet, la gestion du changement, le transfert, l'institutionnalisation et la pérennisation et le temps. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans les processus d'innovation sociale. Puis aussi, ce qu'on voulait mettre un petit peu de l'avant aussi, c'est que là, c'est dans un processus d'innovation sociale, malgré que là, il soit écrit de façon linéaire. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau de l'expérimentation, grâce à la rétroaction, dans lequel on implique vraiment les différents acteurs, etc., avec des allers-retours à ce niveau-là, en fait, ça donne quelque chose de plus circulaire. Puis là où se place l'innovation sociale aussi, c'est au niveau de l'appropriation, où là, qui signifie que la nouveauté créée suscite un intérêt, une volonté d'utilisation de la part des différentes parties prenantes, soit par l'intégration dans leurs pratiques courantes ou pour le cas de certains bénéficiaires pour une utilisation directe. Donc, voilà. Donc, si on plonge un petit peu dans l'atelier en lui-même, donc ce qui était important aussi de dire, c'est que nous, on travaille déjà avec, en fait, on était déjà familier avec l'innovation sociale, puisque notamment, si je prends l'exemple des thématiques nordiques, on était déjà en collaboration avec, par exemple, des partenaires qui travaillaient en innovation sociale, tels que dans le cadre de la stratégie d'adaptation au changement climatique régionale du Nunavik, qui, eux, se basent vraiment sur la théorie du changement et l'innovation sociale, et aussi l'Institut du Nouveau Monde, qui se base sur l'inclusion citoyenne et le renouvellement d'idées. Donc, il y en a des partenaires qui le font, mais là, c'était vraiment comme quelles sont les premières pistes d'action pour arriver à l'intégrer de façon plus générale dans l'ensemble des projets. Donc là, les acteurs qu'on avait autour de la table, en fait, on a séparé en deux parties pour essayer de les orienter là-dessus. Donc, la première, c'était d'aller sur quels sont des exemples de bonnes pratiques en matière d'innovation sociale et d'environnement. Puis par la suite, pour essayer de dégager des facteurs clés d'innovation sociale qui permettent à renforcer et aussi des pistes de priorisation. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un premier atelier pour dégager des pistes. Donc là, ce qui en est ressorti, c'est que d'abord, il y a un besoin de reconnaître, tester et intégrer la démarche d'innovation sociale pour accélérer l'adaptation au changement climatique. Donc, ça passe par quoi? Par vraiment reconnaître les principes de l'innovation sociale, investiguer sur la théorie du changement transformationnel et la gestion du changement. Donc, ça a été d'ailleurs abordé dans la première présentation. Faire une campagne de sensibilisation aussi des différents acteurs, parce qu'il y en a plein qui connaissent juste le terme et qui ne savent pas forcément en quoi ça consiste plus concrètement. Déconstruire les idées reçues sur les méthodologies à utiliser, former les étudiants qui vont faire les recherches justement pour qu'ils sachent un petit peu mieux quelle méthodologie prendre pour inclure plus l'innovation sociale, développer les compétences aussi, faire une étude comparative de ce qui est du domaine de l'innovation sociale versus ce qui ne l'est pas. Comme ça, on pourrait juger qu'est-ce qui peut être en lien avec l'adaptation au changement climatique. Inclure l'analyse de l'intangible, ça aussi, ça a été dit précédemment, qu'on ne peut pas forcément se baser sur les critères, que sur des critères mesurables tels que les infrastructures, etc. Il faut aussi mettre du qualitatif dedans. Créer de nouveaux partenariats avec des acteurs qui ont clairement le potentiel de mettre en œuvre ce tandem adaptation, changement climatique et innovation sociale. Et enfin, en faire un chantier pour comprendre comment travailler ensemble. Et on peut commencer même par des plus petits chantiers qui permettent de commencer un petit peu à avancer avant de le mettre à une échelle de plus gros chantiers. La deuxième partie, c'était vraiment sur mettre en place des actions concrètes pour les programmes de financement de projets.
Fait que là, c'était vraiment faire évoluer les critères actuels qui ne permettent pas forcément de considérer l'innovation sociale. Donc, par exemple, en rendant obligatoire l'implication de chercheurs en sciences sociales ou humaines et aussi d'être capable d'avoir une représentation citoyenne dans le projet, dans la planification, et ça, dès les premières étapes, bien avant la recherche de financement. Ensuite, c'est inclure donc des nouveaux critères plus adaptés aussi à l'innovation sociale dans les critères d'évaluation ou de pertinence. Changer les échéanciers, les lettres d'intention, donc ça, c'est vraiment du technique. Reconnaître l'innovation sociale comme un processus et faire une meilleure mise en commun entre les différents groupes de recherche. Développer la communication du bonheur et une image plus positive des changements climatiques et leur approche prospective. Fait que pour une meilleure adhésion aussi, au lieu de toujours aller dans le négatif puis dans le choc, mettons qu'on peut aussi aller dans le positif, puis ça peut inciter les gens à plus adhérer et à fédérer donc une adhésion. Et aussi à favoriser l'action. Et enfin, conjuguer l'adaptation au changement climatique et tout ce qui concerne les mesures des gaz à effet de serre pour qu'il y ait plus de possibilités de financement par la suite. Et enfin, donc, quelques autres pistes qui étaient créer un guichet unique pour impliquer les citoyens et recevoir leur rétroaction, chose qui n'est pas évident justement avec les différences de niveau entre les acteurs. Fédérer plusieurs partenaires dans ces projets-là qui œuvrent à différents niveaux, ça va avec. Donc, citoyens, chercheurs, secteur privé, public, décideurs, essayer d'arriver à mieux les asseoir autour de la table et mettre à l'échelle de l'innovation sociale, mettre à l'échelle l'innovation sociale pour une vraie utilisation de celle-ci dans les différentes sphères aussi. Justement, ça va un petit peu avec les questions qu'il y avait pour les deux présentations précédentes, que des fois, au lieu que ça reste beaucoup à l'échelle citoyenne, que ça puisse aller vraiment aux différents niveaux institutionnels. Fait que, voilà, puis juste pour finir cet atelier-là, en fait, les retombées directes, ça a été des actions prioritaires qui ont été soumis au ministère de l'Environnement et de l'Innovation. Et pour nous, de notre côté aussi, c'est grâce à ces pistes de réflexion, continuer le travail, puisque je tenais à dire, on l'avait déjà en tête, mais continuer le travail pour la suite pour nous aider à déployer la programmation avec les acteurs, comme je disais, en intégrant de plus en plus l'innovation sociale. Fait que merci pour votre écoute. Merci, Sophie. Donc, je retiens quand même une grande diversité de recommandations qui s'adressaient à la stratégie québécoise, là, recherche et innovation qui est en préparation. Donc, la question qui nous animera pendant les prochaines minutes, c'est en attendant là, que toutes ces recommandations-là soient mises en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut préparer, quelles sont les échelles d'action qu'on peut avoir nous, chez Ouranos, comme organisation, mais dans tout le réseau, avec nos partenaires, les gens qui sont dans les professionnels qui sont présents aujourd'hui, mais aussi les chercheurs. Donc, j'inviterai Chloé et Jacques à rallumer votre caméra. C'est le temps pour les participants là, de vous réveiller également. Si vous le souhaitez, on peut faire la caméra ouverte là, pour tout le monde et de réfléchir ensemble quelles sont les prochaines étapes là, pour aller plus loin dans cette innovation sociale-là. Pour ce faire, aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce qu'on converge nécessairement. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de pistes. Puis l'idée, c'est de dégager peut-être les pistes qu'on trouve les plus rassembleuses ou de s'appuyer sur vos expériences, vos projets de recherche ou vos expériences dans les milieux professionnels pour nous parler de ce que vous avez vu comme bons coups, comme défis et comme trous noirs aussi qui sont à éviter d'être aspirés dans certains aspects. Pour essayer éventuellement d'influencer à la fois notre programmation, mais aussi beaucoup nos façons de faire. Comment chez Ouranos et dans le réseau, dans le monde de la recherche en adaptation au changement climatique, est-ce qu'on peut atteindre cet idéal, cette utopie, ce monde de Kalinours d'une accélération qui est plus rapide? Comment le ramener à une position qui vise quelque chose de concret, tangible et qui va donner des résultats sur le court, moyen, le long terme également? Donc, ma première question pour nourrir ces réflexions-là, c'est quels ont été les modèles inspirants, les succès desquels apprendre? Vous nous avez parlé de certains exemples, Jacques et Chloé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, que vous voyez qui sont des occasions à saisir particulièrement en adaptation?
sachant vos expériences. Et j'ouvre la salle également à la question s'il y en a qui veulent rebondir là, sur cette question des bons coups, des opportunités à saisir pour la recherche en adaptation. Ben, si je peux me lancer clairement. Puis pour répondre aussi en même temps à une question qui avait été posée dans le chat par une dame, je ne me souviens plus qui, mais qui parlait de l'équilibre entre la réalisation des activités et l'évaluation, parce qu'on est un peu là-dedans aussi. Et c'est de voir, lorsqu'on conçoit un projet avec une théorie de changement puis un impact social, c'est de voir quels sont les éléments qu'on souhaite mesurer, puis quel partenaire aurait intérêt ou pourrait participer à la mesure de ces éléments-là. Parce qu'évidemment, une organisation qui fait une activité ne peut pas tout vérifier et tout mesurer. Tu sais, la Maison du développement durable, si on fait une série d'événements sur la mobilité durable, on va essayer de trouver des partenaires, peut-être comme Solon, qui vont, eux, être capables, qui déjà mesurent le niveau d'activité, le niveau de mobilité dans certains quartiers, pour voir est-ce qu'il y a des corrélations à faire. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné sur l'adaptation à l'érosion des zones côtières, puis là, c'est tout à l'heure que j'y ai pensé, est-ce qu'il n'y aurait pas un partenariat intéressant à faire avec, par exemple, Centris, qui est la plateforme des courtiers immobiliers, pour dire, est-ce qu'il pourrait avoir l'ajout d'une case qui est, oui, tu as bord de l'eau, mais tu pourrais avoir bord de fleuve. Et être capable de mesurer avec eux de façon très simple la mobilité ou le niveau de transaction des propriétés immobilières qui sont bord de fleuve. Et donc, qui sont susceptibles à l'érosion des changements climatiques. Donc, ça devient un indicateur intéressant si on est capable de voir une augmentation réelle après les formations, après les conférences que vous donnez, après les programmes de sensibilisation sur une rive ou sur l'autre, mais de dire, oh, OK, après nos conférences, il y a une augmentation des transactions immobilières qui est effectuée, donc il y a un écho. Les gens ont entendu et ne veulent pas gérer le problème. Leur façon de s'adapter, c'est de déménager, c'est de passer le problème au suivant. Mais ça devient intéressant parce que là, on est vraiment dans la mesure d'impact réel d'un programme que je peux avoir mis en place, puis c'est pas moi qui le mesure, c'est fait par un partenaire. Merci. Une piste intéressante de dégager justement où est-ce qu'on peut rajouter des systèmes de surveillance, de suivi de certaines choses qui sont déjà en marche et qui amèneraient une valeur ajoutée assez grande pour surveiller Exactement la progression, soit des risques liés au climat ou également de l'adaptation qu'on en fait. Je vais laisser Chloé, j'ai vu que ton micro était ouvert. Vas-y. Oui, en fait, moi, je vais prendre une autre voie aussi au niveau partenarial. C'est quand on réfléchit vraiment sur justement là, le discours, le narratif, le récit qu'il faut aller changer, c'est l'importance des acteurs culturels, en fait, du secteur culturel. En fait, ce sont des partenaires clés pour la diffusion, mais aussi de se dire comment on peut rêver et qui d'autre que des artistes pour réfléchir justement sur le rêve et l'imaginaire. Je sais que Culture Montréal est de plus en plus penchée sur la question. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, comment ils appellent ça déjà? En tout cas, une nouvelle concertation autour de culture et transition psychologique qui vient d'être créée. Il y a vraiment beaucoup plus d'acteurs qui réfléchissent sur ces questions-là. Il y a un centre de recherche qui s'appelle Artenso également, qui réfléchit en médiation culturelle parce que c'est très proche, en fait, sur l'idée de rassembler, l'idée de travailler auprès des citoyens, mais aller au-delà quand même des citoyens et des institutions. Puis les acteurs culturels, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ces tensions-là et on les oublie souvent en fait dans l'équation, alors que selon nous, chez Solon, en fait, on ne peut pas le faire sans eux. Puis je pense que ce serait peut-être une piste quelquefois auquel on n'y réfléchit pas, mais qui pourrait être très, très intéressante dans justement la mise en place d'innovation sociale puis d'adaptation au changement climatique, l'importance du secteur culturel. Merci. Mais tous les deux, dans vos propos, ce que je retiens, c'est cette notion qu'il y a un élément de changement qu'on vise, que ce soit via des indicateurs qui surveillent ce changement-là, comme on parlait là, sur les transactions, qui surveillent un peu l'état du marché, l'état du marché immobilier, des indicateurs d'avantages sociaux, puis dans le côté culturel, donc tous les deux, vous parlez là, d'éclater un peu la mobilisation puis la diversité des acteurs avec lesquels on travaille. Je pense que ça, changement et diversité des acteurs, c'est deux déterminants communs. Mais j'ai envie aussi qu'on passe à la question d'Alain Bourque qu'on avait sur la notion de quelle est la juste échelle pour opérer ce changement-là.
L'innovation sociale appliquée au domaine de l'adaptation devrait-elle davantage s'attaquer à l'innovation sociale des organisations, des institutions, plutôt qu'à l'innovation sociale de la population, des individus qui est déjà bombardée par une myriade d'initiatives qui sont souvent plus directement pertinentes pour des changements dans le quotidien des gens. Donc, pour le champ de l'adaptation, c'est quoi cette juste échelle? Est-ce par quel côté on attaque cette bébite-là? Avez-vous une opinion sur la chose? C'est une moyenne bonne question. Et je pense que la réponse à cette question-là va évoluer dans le temps. J'ai l'impression que de travailler... évidemment, je pense qu'il faut travailler de tous les côtés, c'est sûr, mais le fait de travailler avec des organisations, il y a une économie d'échelle. C'est-à-dire qu'une organisation rejoint une quantité de gens qui travaillent, donc des citoyens aussi. Alors, moi, j'ai le réflexe de travailler plus avec les organisations de manière générale parce que je trouve que j'ai plus d'impact de ce côté-là. Parce qu'une organisation est déjà, comme ça le dit, c'est organisé. Alors que des citoyens, puis là, Chloé, tu as plus d'expérience que moi là-dedans, mais les citoyens, il faut les organiser pour qu'ils deviennent efficaces, alors qu'une organisation, c'est déjà organisé. Alors, moi, j'ai tendance à prendre ce chemin-là que je trouve plus rapide et plus efficace. Évidemment, pour moi, ça amène aussi à la proposition de valeur des organisations. C'est-à-dire qu'à terme, à un certain moment, on va se demander, oui, mais ton organisation, oui, elle livre un produit, mais quelle est sa proposition de valeur? Qu'est-ce qu'elle amène à la société de manière plus globale? Et on va commencer à évaluer les organisations en fonction de ça. Et ça va changer la donne radicalement. J'en suis convaincu. Parce que là, il va falloir aussi travailler avec, justement, ce qui se fait à différentes échelles au niveau international. On a vu le Global Risk Report de 2022 qui est sorti la semaine dernière. Le premier risque mondial qui est en croissance, c'est la perte de la cohésion sociale. Alors, qu'est-ce qu'en tant qu'organisation, on fait pour améliorer la cohésion sociale, pour éviter ce risque-là, pour pallier, pour mitiguer ce risque-là? Évidemment, Solon est un exemple merveilleux pour ça parce que l'essentiel du travail qu'ils font est en cohésion, mais les autres organisations, eux autres, qu'est-ce que vous faites pour aider cette partie-là? Puis ça, je pense que ça va être des questions intéressantes à poser dans l'avenir. Donc, si je reformule pour Ouranos et son réseau, comment, par la programmation, par les projets, s'assurer d'avoir un impact constructif sur la cohésion sociale, par exemple? Comment intégrer intrinsèquement cette visée, cette vision d'un objectif à long terme dans nos pratiques? C'en est un qui est intéressant et je retiens sa préférence pour travailler avec des organisations qui sont déjà structurées, qui amènent un grand gain et une certaine efficacité, effectivement, que travailler d'abord avec soit des organisations individuelles, mais aussi travailler avec des réseaux aussi, pour faire un parallèle avec le monde de la recherche. Chloé, est-ce que tu voulais réagir? Oui, c'est sûr que je suis d'accord qu'au niveau des organisations, des institutions, le changement d'échelle, le changement réglementaire, le changement de comportement peut se faire. Mais il n'empêche que du côté des citoyens, en fait, moi je vois deux choses. C'est tout d'abord toute la perspective en EDI, en diversité. Souvent, les organisations, c'est leurs angles morts. Et si on veut vraiment avoir une transition pour tous, une transition juste, il faut vraiment travailler avec des citoyens et des citoyennes pour essayer justement d'expérimenter, d'essayer, de tester, de faire percoler ce discours-là. Pour que justement il n'y ait personne qui soit mis sur le bord de la route. Puis mon second point, c'est nous aussi on se situe vraiment on est toujours travaillé d'aller influencer les institutions, mais tout en travaillant avec les citoyens et les citoyennes. Puis oui, c'est un travail de longue haleine, puis ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours. Mais il n'empêche que si on veut vraiment, nous, avoir une perspective de projet de politique, de projet de société, pour nous, la base, c'est quand même la base des citoyennes. Donc, pour que justement ça puisse réussir et qu'en ayant ce discours positif-là, on ne peut pas ne pas aller aussi du côté des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est un équilibre délicat à avoir, mais nous, en tout cas, on pencherait comme un peu plus vers le volet citoyen pour après aller influencer. Puis c'est sûr qu'après, le changement d'échelle va permettre d'avoir encore plus de citoyens et de citoyennes impliqués dans les projets de transition ou des projets d'adaptation au changement climatique. Mais la base, la gouvernance, les communs pour nous, tout ça, c'est d'abord et avant tout citoyen.
Merci. Mais ça prend du temps. Je suis Oui, d'accord. Sophie, ben, j'allais faire un lien avec, avec les recommandations qui avaient été formulées pour la SQRI. On parlait de la notion de temps, justement. La mobilisation peut être chronophage, donc je ne veux pas tout de suite tomber dans les écueils, mais c'en est certainement un qu'on mentionnera à nouveau. Donc, dans les opportunités là, que je retiens de vos interventions, il y a cette perspective EDI pour lutter un peu contre la EDI étant équité, diversité et inclusion, là, juste pour le préciser, pour lutter contre le risque comment on l'appelait, lié à la cohésion sociale ou de décohésion. Excusez-moi, je cherche mon mot, là. Mais concrètement, être inclusif, ça ne veut pas dire que ça va donner une cohésion. On peut inviter beaucoup de monde dans une démarche, mais ça ne veut pas dire que, comme on dit, la mayonnaise va bien prendre. Donc, est-ce que c'est suffisant de saupoudrer, un peu faire du washing EDI? Après le greenwashing, il va y avoir le inclusivité washing. Est-ce que ça va être suffisant pour assurer une certaine cohésion? Est-ce que votre expérience vous amène déjà à avoir une réflexion là-dessus? Est-ce que ça va si j'y vais? Oui, oui, oui. En fait, oui, c'est sûr que, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. En fait, l'idée est vraiment de partir des besoins des participants et des participantes qu'on veut voir, nous, dans les projets qu'on met en place par les citoyens. Donc, vraiment de travailler auprès des organismes communautaires qui travaillent avec ces populations-là, d'aller vraiment, de changer nos pratiques de mobilisation, de changer nos pratiques au niveau de la communication. C'est vraiment un travail aussi de petits pas parce que ça prend beaucoup de temps, étant donné que ces notions-là, ces concepts-là commencent tout juste à être connus. C'est vraiment, on part aussi sur une vision justement là de changement de comportement, mais à une plus petite échelle pour justement que les voisins se connaissent, se fait confiance. Je prends un exemple brièvement, là, c'est par exemple les aînés isolés, seuls, c'est souvent les voisins qui savent où se situent ces aînés-là, puis par exemple, quand vient le moment là, justement là, de développer des projets en mobilité, de savoir où se situent, où habitent en fait ces aînés-là, souvent il n'y a rien de mieux que les voisins en fait pour le savoir et pour améliorer la cohésion, améliorer le vivre ensemble dans un voisinage, ça doit partir justement de ces personnes-là, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et il y a tout un travail institutionnel cette fois-ci de rapprochement entre toutes les questions de lutte à la pauvreté puis la question de lutte et d'adaptation au changement climatique qui est en train d'ailleurs d'arriver au niveau des quartiers puis aussi à différents paliers, que ce soit régional ou provincial. Merci. Je peux renchérir là-dessus. Puis effectivement, Chloé a tout à fait raison. Puis je pense que l'inclusion et la diversité et l'inclusion, c'est des notions qu'on commence à travailler dans les organisations. Puis les organisations font face à des enjeux fondamentaux pour être capables de parler de ces éléments-là, dont la protection de la vie privée. Il y a beaucoup d'organisations qui doivent faire de la divulgation sur la diversité qu'ils ont dans leur organisation, mais on ne peut pas demander aux employés s'ils sont gays ou lesbiennes. Donc, il y a des problèmes comme ça de vie privée, de notions, de concepts qui s'affrontent comme ça, de concepts qu'on avait établis puis que là, qu'on veut changer ou qu'il faut re-questionner. Cela dit, puis on le sait en gestion de risque, le premier noyau de résilience se fait dans le quartier, dans les gens de la proximité. Donc, et oui, il faut que les quartiers, il faut que les gens, les groupes sociaux, les groupes de quartier soient plus dynamiques. Il faut que le milieu de vie prenne plus de place et parce que c'est le milieu premier d'inclusion. Mais en même temps, puis ça, autant dans les milieux de vie que dans les organisations, ça demande beaucoup plus d'efforts pour commencer. Parce que ce n'est pas juste d'avoir plus de diversité, c'est qu'avec la diversité, chaque individu, culture, référent, passé, travaille de manière différente. Il faut aussi accepter les modes de fonctionnement différents. Et ça prend plus d'efforts, ça prend plus d'ajustement, ça prend plus de compréhension, de bienveillance. De la part des individus, c'est une pression supplémentaire, ça c'est clair. Donc, il y a des chances que pour arriver à une meilleure cohésion, il faut perdre un peu de cohésion. C'est drôle à dire, mais c'est un peu ça. C'est qu'il faut faire un effort énormément supplémentaire pour arriver à ça. Merci. Mais c'est d'une pertinence incroyable parce que c'est essentiel, justement, comme disait Chloé, il ne faut pas laisser tomber personne. Il ne faut pas que personne soit laissé en arrière.
Merci pour ces précisions, Jacques. Effectivement, c'est un défi colossal. Ramenons-nous à des échelles peut-être plus organisationnelles en adaptation. Justement, Alain avait une question pour enrichir la discussion. Oui, oui, mais en fait, j'essaye aussi de déjeuner les gens là, qui sont dans le webinaire à poser d'autres questions. Non, mais j'ai encore une autre question, puis j'en aurai plusieurs vraiment, mais moi, une question qui me frappe quand on parle d'innovation sociale, surtout de nos jours, c'est que, tu sais, ça fait plusieurs d'entre vous qui disaient qu'il faut packager les messages positifs pour que ça soit bien perçu, etc. Et pourtant, on vient de passer un 18 mois de pandémie en état de crise qui ont généré des innovations ou des transformations sociales assez majeures. Je veux dire, jamais j'aurais pensé que le télétravail se serait soudainement mis à être implanté de façon aussi généralisée. Et donc, j'aurais peut-être aimé vous entendre sur cette approche stratégique-là entre les messages positifs et la notion de risque et de crise. Là, moi, je pense aux gens en Colombie-Britannique après 2021. Je pense qu'ils vont commencer à comprendre c'est quoi la bonne gestion des risques climatiques. Et peut-être qu'il aura fallu du négatif pour finalement stimuler une innovation sociale. Donc, j'aurais aimé ça avoir vos perspectives là-dessus, là, sur les aspects, les messages positifs, les aspects négatifs pour faire avancer tout ça. Allez-y, qui veut commencer? En fait, moi, je me permets d'y aller. Dès le départ, nous, on a pris cette posture-là d'aller dans des discours plus positifs parce que nous, la base, c'est que les gens s'impliquent, que les gens soient au centre des projets et pour que les gens, oui, se sentent dans l'urgence d'agir, mais pour maintenir cette mobilisation, pour nous, c'est vraiment important de le voir de manière rassembleur, festif, parce que, en fait, pour nous, avant tout, c'est le lien social et le lien social autour de quelque chose qui va aller peut-être les abattre ou peut-être y aller vraiment désenchantement. Pour nous, sur le long terme, c'est difficile à maintenir. Est-ce que, oui, quelquefois, la crise ou l'ajustement brutal peut fonctionner d'un coup sec, mais si nous, par contre, on veut que cette mobilisation, que les gens se réunissent le soir en Zoom, alors qu'ils ont passé la journée en Zoom au travail pour réfléchir à comment on peut améliorer un réseau de géothermie dans ma ruelle, il faut qu'ils se sentent portés par cette positive-là, parce que sinon, ils vont se démobiliser dans le temps. Donc, nous, c'est ce choix qu'on a pris, mais c'est sûr que ça marche que aussi sur certains types de projets qui prennent du temps avec une gouvernance, une vision en commun, qui pourraient ne pas fonctionner pour d'autres types de projets peut-être plus radicaux, en tout cas. Mais nous, c'est cette voie-là qu'on a pris depuis le début. Merci, Chloé. Il y a une personne qui voulait réagir dans le clavardage à cette question, puis on pourra renchérir. Et je vois aussi la main d'Hélène. Donc, Caroline Larrivée, chez une collègue chez Ouranos, chef de la programmation scientifique, nous dit ce n'est pas possible ni pertinent d'inclure tout le monde à tout moment dans ces processus, effectivement. Il faut donc aussi développer une culture de la confiance entre les groupes et entre les institutions, voire même à l'intérieur des institutions pour permettre de faire avancer efficacement les dossiers, les projets. Avez-vous des idées pour renforcer une telle culture de la confiance entre les disciplines ou à l'intérieur des institutions, etc.? Wow! C'est assez fondamental. OK, je vais parler d'abord de la question qu'Alain amenait. En termes de communication, bon, puis je n'ai pas la compétence d'un Michel Doré ou d'un Motulski, hein, on s'entend, là, je suis tout à fait novice là-dedans, là, mais j'ai quand même développé une réflexion là-dessus et un peu comme le disait Chloé, c'est l'idée d'engagement. C'est de voir, c'est d'amener les gens, tu sais, more flies with honey, venez participer à la création des solutions, plutôt que venez voir les solutions qu'on a trouvées pour vous. Et donc, il y a un angle qui est tout à fait différent et qui permet justement que les gens participent de manière intrinsèque et ça va devenir eux-mêmes les vecteurs de communication. C'est eux-mêmes qui vont aller convaincre leurs gens après, leur communauté, leurs gens de proximité après. Donc, pour moi, il y a un élément fondamental là-dedans, c'est de travailler avec plutôt que sans. Donc, vraiment de les impliquer. Puis, la question qui vient d'être posée sur on ne peut pas intégrer tout le monde tout le temps, ça, c'est évident. À cette heure,
comment est-ce qu'on fait, puis comment qu'on fait pour développer de la confiance. Wow! Je pense que M. Legault doit vraiment travailler sur cette question-là en ce moment parce qu'on a une perte en ce moment, effectivement, de confiance. Il y a des gens qui ne feront jamais confiance, mais je pense qu'il faut le plus possible expliquer les raisons, puis on saute souvent, puis moi, je le vois dans ma communauté de proximité, je le vois dans la coop dans laquelle je vis, je le vois dans plein d'endroits où, plein de bonne volonté, les gens arrivent avec des solutions. Alors que, puis c'est peut-être l'un an et demi que j'ai passé en apprentissage par problème, là, mais c'est plus intéressant d'amener le problème aux gens et de travailler ensemble à la création de solutions plutôt que d'arriver avec une solution et dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, si je reformule pour répondre à la notion de communication stratégique relative au risque et à la crise, c'est de reconnaître qu'il y aura des solutions, créons-les ensemble comme message porteur face à cette crise-là. Il y a des opportunités d'innovation à saisir dans chacune de ces crises ou de ces événements-là, ou ceux qu'on voit venir également. Merci pour ces réflexions. Hélène? Oui, bonjour. Avec tout ce que j'entends depuis quelques minutes, puis les questions qui ont été soulevées par Alain, puis la question des échelles, je suis après me demander si l'innovation sociale est peut-être potentiellement plus payante, je dirais, excusez l'expression, au niveau de la réduction des vulnérabilités, peut-être plus qu'au niveau de l'adaptation, peut-être un peu à des impacts, là, peut-être plus à des risques plutôt qu'à des stresseurs, là, je dirais. C'est un peu ça que... c'est l'impression là, que toutes les discussions de ce matin me évoquent pour moi. Fait que je me demandais qu'est-ce que vous en pensez. C'est très intéressant comme idée, ça. Effectivement, on semble aller, en tout cas, effectivement, dans les discussions qu'on a, on semble aller beaucoup plus vers la réduction des vulnérabilités que la réduction des catastrophes ou l'impact des catastrophes de manière globale. Là. Donc, on focus plus sur le récepteur que l'émetteur. C'est assez intéressant comme idée, ça. Tout à fait. Oui. C'est une très bonne observation. Il va falloir réfléchir à ça, effectivement. Je voulais faire du pouce. Je pense qu'en sciences du climat, il y a de la place à l'innovation sociale aussi, Hélène. Oui. C'est différent. Je pense que là, c'est là où on veut redéfinir c'est qui les usagers qui utilisent, donc dans ce contexte-là de services climatiques. Chez ces usagers-là, est-ce qu'il y a des changements de comportement qu'on veut susciter dans certaines communautés de pratiques professionnelles, de faire plus appel à certains indicateurs ou de développer des nouveaux réflexes dans des milieux professionnels. Puis c'est là où l'innovation peut se faire en partenariat avec ces usagers-là, des parties prenantes, tout en essayant de, je dirais, changer l'écosystème dont on parlait au niveau réglementaire, puis d'exiger que ces réflexes-là soient de plus en plus pas juste un réflexe sur une base volontaire, mais que ça fasse partie des nouvelles démarches de tenir en compte les nouvelles données dans votre milieu. Mais donc, je pense qu'on a des casquettes différentes qu'on peut jouer dans l'innovation sociale, à la fois de participer comme expert à des démarches ancrées dans des milieux de vie, par exemple, qui sont plus territoriales ou ancrées dans des changements organisationnels, que ce soit à des échelles municipales ou que ce soit des organisations reliées à des actifs qui doivent faire face à ces risques-là, mais aussi dans notre programmation en tant que dans les projets de recherche, même en services climatiques, peut-être même en sciences du climat, c'est quoi la visée à long terme? C'est quoi la contrainte qu'on essaye de changer? C'est quoi les retombées sur le long terme qu'on veut changer? Parce que ces données-là, dans un contexte d'adaptation, vont être utilisées d'une certaine manière. Donc, qui va les utiliser? Est-ce qu'on peut les faire encourager de les utiliser mieux, davantage, plus systématiquement? C'est assez intéressant, ça, Ursule, effectivement. Puis je vous dirais que quand moi, je travaille à la MDD, je vais aller faire une théorie de changement par public cible. Parce que je n'ai pas, mes experts en développement durable n'ont pas les mêmes besoins que les citoyens. Et peut-être que de votre côté, les firmes d'ingénieurs qui vont faire des études, les experts dans le domaine ou les ingénieurs n'ont pas les mêmes besoins non plus que les citoyens, que les élus municipaux. Donc,
pour moi, il y aurait une théorie de changement à faire par type de public ou public cible ou activité même, pour être capable justement peut-être de répondre à cette question d'échelle là, et dire, ben, oui, il y a peut-être des milieux très spécialisés qu'il faudrait encourager à faire de l'innovation technologique ou technique et d'autres qu'il faut faire de la cohésion sociale. Puis c'est vraiment des besoins qui sont totalement différents, des types d'informations différentes à amener, des suivis, des indicateurs, tout change là, dans ce temps-là. Mais évidemment, bon, là, une organisation ne peut pas faire tout ça, en tout cas, à moins que vous ayez des ressources illimitées. Et donc, il faut aller voir ces canaux de spécialisation ou les endroits où on a le plus d'impact et voir avec d'autres partenaires comment est-ce qu'on peut se jumeler à leur travail pour dire que vous prenez tel type, tel segment de clientèle et nous, on prend tel autre public cible. Et c'est là que ça devient intéressant de faire des partenariats puis d'avoir des mouvements, de créer des mouvements qui soient pertinents dans ce domaine. Oui. Hélène renchérissait sur la notion des réseaux de proximité puis de solidarité. C'est pas ça que j'ai vu à tout le monde sur les Américains. C'est pas moi qui l'ai écrit, je ne sais pas comment ça s'est fait. OK. Mais tous ces ingrédients, pour moi, contribuent à l'adaptation et à une autre Hélène Côté, peut-être? Une autre Hélène Côté, un doublon. Hey, wow, ça, c'est une première. Bien, que l'autre Hélène, si vous voulez vous manifester, lire votre commentaire, vous êtes la bienvenue. Oui, c'est une Hélène Côté que je connais, ça, de la chaire en éco-conseil. Exactement. Donc, Hélène Côté de la chaire en éco-conseil, précision. Nous parlait que les Américains sont en train de se polariser à outrance grâce aux réseaux sociaux et à leurs églises, churches, qui sont la base, en fait, de leur société d'entraide. Le filet social québécois et la notion plus large de quartier ou de ville ou de milieu de vie peut-elle nous aider à garder un point de vue un peu plus diversifié et éviter l'écueil de ce genre de tribus-là. Donc, effectivement, je pense qu'il faut en tirer le meilleur de ces réseaux préexistants, formels ou informels qu'ils sont, mais gardons en tête que l'adaptation, effectivement, doit être, comme on le disait dans les principes chez Solon, non politique, puis d'une certaine manière, surtout aux États-Unis, là, les réseaux religieux sont très affiliés, je dirais, à des couleurs politiques. Donc, ça crée certaines divisions. Ça commence à débouler dans le chat. Donc, et un élément fondamental, ne jamais utiliser les réseaux sociaux pour argumenter, s'il vous plaît. de la présence, ou à la limite des Zooms, mais pas les médias sociaux. Merci. Il y a une autre réflexion qui vient d'émerger dans le chat je pense que c'est Nathalie Martel. Une idée qui me vient est qu'il y a peut-être une certaine prudence à utiliser le terme et la position d'expert pour ne pas nuire à la mise en action sociale. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un terme qui rebute ou qui encourage justement dans cette idée de faire prendre la cohésion? Est-ce que c'est plutôt un allié ou un écueil, cette notion d'expertise? Si vous me permettez, je voudrais juste rebondir à ce que vient de dire Hélène, puis peut-être continuer avec ce que dit Madame Martel. Je suis tout à fait d'accord pour l'idée des milieux de vie. Encore faut-il que le milieu de vie soit diversifié. Puis c'est là où l'importance pour nous de nous positionner très fortement sur la question du logement, parce qu'actuellement à Montréal, le problème c'est que cette cohésion sociale est en train de se perdre parce que les personnes n'ont plus d'endroit où habiter. Là, si on veut vraiment avoir une vision de vivre ensemble et de quartier vraiment diversifié puis pluriel, il faut pouvoir faire en sorte que les gens l'habitent en fait, tout simplement. Et moi, c'est ça aussi mon petit bémol, c'est que là, c'est ça, la crise du logement à Montréal, notamment dans certains quartiers, fait en sorte que ce filet-là, cette cohésion de quartier, cette diversité de personnes est en train de se perdre et ça crée vraiment, encore une fois, là, des problèmes de cohésion sociale. Donc moi, c'est mon petit bémol-là. Puis c'est pour ça, pour nous, que la question du logement est pour nous vraiment fondamentale dans la question de la transition psychologique à un niveau de milieu de vie. Et juste pour finir aussi sur la question des experts, c'est sûr que nous, on se positionne rarement comme experts parce que pour nous, les citoyennes et citoyennes qui œuvrent qui sont au cœur des projets sont autant experts que nous parce qu'ils le vivent et vraiment, ils sont au cœur de la gouvernance, ils sont les usagers. C'est une vision des communs où en fait, il n'y a pas d'un côté nous qui arrivons avec la science infuse puis les usagers. Au contraire, en fait, c'est vraiment d'avoir cette... Nous, on les accompagne, on les outille, mais c'est eux-mêmes qui sont les experts de ces besoins là, qui ressortent justement au niveau des milieux de vie en tout cas.
Ton micro est coupé, Ursule. Pardon, merci. Ça me fait penser à la notion de patient partenaire dans le secteur de la santé là, qui de plus en plus se développe. Et donc, on a des citoyens partenaires qui sont experts de leurs savoirs locaux, de leur expérience du milieu de vie, qui connaissent toute cette complexité-là qui est dure à refléter, mesurer avec quelques indicateurs simples. Et donc, ils vont pouvoir être à même de prendre des décisions aussi, de suggérer des solutions qui répondent à des enjeux intangibles ou qui sont plus qualitatifs aussi. Qui sont très importants dans l'adaptation, dans comment renforcer la capacité, puis comment les solutions, quand on les évalue, est-ce qu'on peut prévoir qu'elles vont être efficaces dans certains milieux, comment bien les concevoir pour les solutions d'adaptation. Bien, c'est tellement intéressant, je vois le temps qui file. Fait que, je peux juste dire un petit mot sur cet élément-là, puis après j'arrête. En fait, cet élément-là est fondamental parce qu'on assiste aujourd'hui à une toute nouvelle typologie d'intervenants. Et ça, c'est provoqué entre autres par tout ce qui est Living Lab, qui est centré sur le besoin du citoyen, sur le UX en technologie, où là, on centre sur le besoin de l'utilisateur. La théorie du changement, on centre sur le besoin du bénéficiaire. Il y a un mouvement généralisé qui s'en vient vers ça et qui fait en sorte que l'expert devient le conseiller, devient le facilitateur, devient l'animateur, donc devient celui qui fait prendre le pudding, si on pourrait dire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, l'argument d'autorité aujourd'hui, il y a quelques plombs dans l'aile. Voilà. Merci Jacques. Donc, je voulais juste quand même m'assurer que dans la salle, s'il y avait d'autres interventions, il nous reste encore quelques minutes. Je n'ai pas eu tant l'occasion de vous solliciter, mais parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont vu des écueils, des trous noirs ou des leçons qu'ils ont apprises au gré de leur projet? J'aimerais quand même vous solliciter pour les dernières minutes dans la salle pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un potentiel ici à creuser davantage, à poursuivre la réflexion? Comment est-ce que vous pouvez nous nourrir là, dans ces réflexions-là? Donc, Yvon Chenard qui mentionne « Changement radical, nous sommes rendus à l'ère des super très hautes vitesses entre toutes les villes et l'accès à des voitures électriques, également comme Bixi. À l'arrivée, nous sommes loin d'appliquer de telles solutions. Nos sociétés sont construites sur la vision des profits des riches et non sur les besoins des citoyens. » Donc, ça nous ramène à la case départ de cette notion de théorie du changement. Quel est le besoin de changement, puis comment le faire atterrir avec les principaux intéressés, dont la typologie, comme le mentionnait Jacques, est en train d'évoluer. Merci pour votre point de vue. Si vous le souhaitez, encore quelques instants, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, on n'a pas abordé la question des écueils puis des freins. On a mentionné beaucoup d'éléments de mobilisation, de changement. Dans cette mobilisation-là, il y avait des notions de communication, de discours, le choix des participants et des gens qui participent au projet et dans la conception des projets, quelle est l'intention ultime de retombée de ces projets-là. Peut-être juste une dernière intervention de vous, les deux panélistes. Si vous aviez à résumer là, la plus grande attrape à éviter là, en un mot, est-ce qu'il y en a une que vous voudriez mentionner? C'est pas une attrape, c'est peut-être une vision différente qu'on doit avoir aujourd'hui. Ça vient de chercheurs français dans la revue Philosophie du mois de février dernier qui disait, là je paraphrase, là, mais en fait, avec les catastrophes locales qu'on vivait jusqu'à maintenant, les inondations, les tsunamis, machin, on faisait appel à une aide globale pour aider les communautés locales qui étaient en difficulté. Avec la catastrophe globale qu'on est en train encore de vivre, on a dû se tourner vers les communautés de proximité, donc l'hyper-local, pour nous aider à survivre. Et ça, c'est un changement de travail et de vision. Puis je ne veux pas dire paradigme, là, mais c'est vraiment un changement majeur dans la manière dont les organisations doivent réfléchir leur intégration à la société, leur communauté, leur clientèle, leur réseau, leur chaîne d'approvisionnement. Tout est en train de changer à ce niveau. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis là-dedans, il y a des opportunités incroyables de transformation. Il y a beaucoup de gens qui vont en profiter, puis il y a beaucoup de gens qui vont périr sous ce joug. Donc, pour reformuler en tant que trou noir ou écueil à éviter, c'est
de rester aveugle face à ce changement qui est en train de s'opérer et de reconnaître en fait l'importance de pensée globale, mais aussi de ces systèmes locaux-là, si je reformule. Merci, Jacques. Chloé? J'irais plus ou moins dans la même... c'est vrai que oui, un changement de paradigme, puis je dirais vraiment, en fait, on ne peut, nous en tout cas chez Solon, on ne peut pas travailler la lutte au changement climatique sans repenser clairement le projet de société, puis c'est vraiment d'avoir cette vue systémique et globale. L'un va pas sans l'autre, sinon, c'est ça, il va y avoir énormément de perdants dans cette... et puis, c'est comment faire en sorte de minimiser et je veux dire, c'est une opportunité aussi d'avoir une nouvelle vision de société qui s'offre à nous, puis je pense que c'est ça aussi qui nous habite en fait dans ce qu'on fait dans notre action. Merci de finir sur une note positive. Il me semble que ça fait du bien à entendre. Ben voilà, donc merci pour vos interventions. Merci à tous les participants, les participantes. On a atteint là, un 74, 75 ou même un peu plus là, au cours de ce webinaire. Bon, c'était un format qui était différent, donc j'aimerais quand même retourner à la salle là, une question de satisfaction. Est-ce qu'on a atteint un certain impact sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le plus faible et 5 étant le plus élevé? Pouvez-vous nous indiquer dans le chat votre niveau de satisfaction par rapport à ce type de formule? S'il y a des manières de nous améliorer aussi pour susciter davantage votre intérêt, votre attention, vous êtes les bienvenus à nous les mentionner. Et par la suite, on peut rester en contact aussi si vous voulez nous donner des commentaires constructifs. Donc, allez-y dans le chat, ce serait bien apprécié. Donc, merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, à nos panélistes. Donc, on sait qu'on est allé en surface et j'espère qu'aujourd'hui, nous aurons démarré un certain jardinage et qui, par la suite, pourra réémerger dans vos réflexions personnelles, mais aussi collectives dans vos organisations ainsi que dans le réseau Ouranos. Donc, je vous souhaite de profiter de l'hiver, de rester en santé tout le monde et on se retrouve dans les prochains webinaires Ouranos. Merci.